Attention, l'histoire que vous vous apprêtez à écouter aborde des sujets sensibles comme des opérations, des examens médicaux détaillés et des difficultés psychologiques. Nous vous laissons juger si cela est entendable pour vous. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, je ne passe pas par les ascenseurs, je marche dans les escaliers. Il y a quand même pas mal de marches, mais ça reste largement correct, c'est des escaliers quoi. Et je me souviens pertinemment de m'être dit « Purée, je suis quand même vachement fatiguée, vachement essoufflée, je vais me poser 5 minutes. De toute façon, je suis pas très loin de mon bureau. Allez, il me reste peut-être 50-100 mètres. Max, mais vraiment très gros max. Ça va le faire. » Bienvenue sur Cœur battant, le podcast qui fait battre le cœur de ceux qui vivent, de près ou de loin, avec les pathologies cardiaques. Nous sommes Mylène et Fanny, deux sœurs unies par une histoire extraordinaire. L'une a soutenu, l'autre a survécu grâce à une greffe du cœur. Dans chaque épisode, nous vous invitons à plonger dans des récits authentiques et émouvants, à rencontrer ceux qui ont traversé des épreuves et ceux qui les accompagnent, le tout éclairé par les avis précieux de professionnels de la santé. Notre mission ? Vous donner les clés pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux accompagner les pathologies cardiaques, tout en tissant un lien de confiance entre patients, aidants et soignants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement. C'est parti! Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Léa. Elle a 25 ans et son histoire est celle d'une force incroyable, d'un combat mené sans relâche, d'une vie bouleversée à plusieurs reprises, mais toujours reprise à bras-le-corps. À 11 ans, Léa reçoit une première greffe cardiaque. Quelques années plus tard, elle affronte un lymphome. Puis, à 24 ans, elle subit un arrêt cardio-respiratoire qui l'emmènera à une deuxième greffe cardiaque et au diagnostic d'un syndrome neurologique rare. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son parcours avec courage, humilité et beaucoup d'émotion. À ses côtés, il y a sa maman, témoin clé de chaque étape, chaque frayeur, chaque espoir. Dans cet épisode, on parle de greffe, de réanimation, de vie suspendue, de corps qu'on réapprend à habiter, mais aussi de liens puissants, de résilience et de projets d'avenir. Léa, merci pour ta confiance et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'être là avec nous aujourd'hui. Installez-vous confortablement, ouvrez grand votre cœur, c'est un épisode fort, bouleversant et lumineux à la fois que vous vous apprêtez à écouter. Léa, avant de revenir sur toutes les étapes marquantes de ton parcours, est-ce que tu veux bien te présenter en nous donnant ton nom, ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et de quelle pathologie cardiaque es-tu atteinte ? Alors, je m'appelle Léa, j'ai 25 ans, je suis automaticienne et informaticienne industrielle, à vos souhaits si vous ne savez pas ce que c'est. Je suis greffée à 2 reprises et j'ai fait 3 arrêts cardio-respiratoires en l'espace de 3 jours. Et donc aujourd'hui, tu n'es pas venue seule, tu es venue avec ta maman. Alors bonjour la maman de Léa, et est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, donc avec ce que vous souhaitez ? Bien sûr, alors je m'appelle Christine, j'ai 54 ans, je suis la maman de Léa. Léa, est-ce que tu peux nous raconter comment les problèmes cardiaques ils sont entrés en fait dans ta vie en fin de compte ? Vaste sujet, parce qu'en réalité, ils sont rentrés de façon extrêmement brutale, dans le sens où il faut bien entendre qu'à l'époque, donc c'est-à-dire avant 2011, j'étais très sportive, je faisais 6 heures de judo en extrascolaire. Le week-end, on faisait de l'équitation, et là, cette fois-ci, on prenait nos chevaux, on faisait 20 bornes, donc 20 km le samedi, 20 km le dimanche en préparation de compétition d'endurance à cheval. Je faisais encore 2 heures de boxe dans la semaine, donc toujours en extrascolaire. Et le tout, c'était vraiment en plus des cours de sport de l'école. Donc j'étais très très sportive. Et un beau jour, c'est un peu risible de dire ça, mais du coup, j'ai simplement chuté de cheval. Et de là, je me sentais pas très bien, mais vraiment. Donc du coup, mal de tête, mal de ventre, vraiment un symptôme typique d'un enfant qui a attrapé un virus ou quelque chose comme ça. Donc,
De là, pas très grave, ça finit un peu par passer. On va au restaurant avec mon père. C'était un peu le rituel du samedi soir. Tous les samedis soirs, on allait dans le même restaurant. Et là, je commence à regarder la table voisine et je vois un poisson rouge dans le verre du voisin. Donc là, on se dit qu'il y a quand même un sacré problème pour voir un poisson rouge dans le verre des voisins. Donc mon père s'interroge effectivement. On rentre, mais il fait comme si de rien n'était. Le lendemain, il me semble qu'on va voir un médecin un peu de garde d'urgence qui, lui, à son tour, va détecter un problème de tension. Mais la tension, ça allait pas, les pulsations, ça allait pas, enfin bref, il n'y a rien qui allait. L'écoute au niveau des poumons, ça allait pas non plus. Donc de là, il nous dit, ok, très bien, il va falloir faire maintenant une radio, donc clinique, peu importe où, mais il faut faire une radio. Donc on fait le choix d'aller dans une des cliniques de Haguenau pour faire cette radio. De là, on nous informe qu'il y a un vrai gros problème et qu'il va s'agir d'être hospitalisé dans le service pédiatrique de l'hôpital de Haguenau. Donc de là, la soirée se passe très bien. La nuit, pareil. Le lendemain, direction l'échographie. Et là, donc du coup, premier vomissement, ça allait pas du tout. Donc le cardiologue qui regarde gentiment au niveau du cœur, qui n'y comprend absolument rien. Il appelle de là un deuxième collègue qui regarde à son tour, qui n'y comprend rien non plus. Ils appellent un troisième collègue qui, lui non plus, n'y comprend rien. Ils en viennent à la conclusion il faut m'emmener en réanimation de pédiatrie, cette fois-ci l'hôpital de Haute-Pierre, à Strasbourg. Et de là, tout va extrêmement vite, dans le sens où ils font d'abord les premiers examens. Les premiers examens montrent qu'il y a effectivement un gros problème. J'étais, à titre indicatif, à 5% de fraction d'éjection à ce moment-là. On explique gentiment, que ce soit moi, mais très vaguement, parce que j'avais 11 ans, donc je ne comprenais pas grand-chose. Mais du coup, on explique majoritairement à mes parents, ma grand-mère, qu'il y a 3 possibilités. Soit ça se remet tout seul, il n'y a pas besoin de médicaments, soit ça se remet tout seul, mais avec des médicaments, et ce sera médicaments à vie, soit c'est simplement terminé. Donc, sans surprise, c'était terminé. Et ça, en l'espace d'une semaine top chrono. Bien entendu que la réanimation en pédiatrie, je pense notamment Romane et Guillaume dans les autres podcasts ont dû l'expliquer, mais quand on est autant dans l'urgence, généralement, il y a plein de choses qui se font qui ne sont pas très agréables pour un enfant, et notamment, dans mon cas, c'est la mise en place des cathéters, mais à vif. Parce qu'on va découvrir à ce moment-là que j'ai la particularité d'être totalement résistante aux anesthésies locales. Donc du coup, forcément, on s'est retrouvés avec l'entièreté de l'équipe médicale qui me plaquait un peu style équipe de rugbyman pour plaquer contre le lit. Donc j'en rigole parce que, mais c'est pas très drôle sur le moment, pour mettre en place des cathéters. Ils finissent par y arriver. De là, il y a moult complications, dont une réaction que j'ai fait à un traitement où j'avais complètement les yeux retournés, coincés vers l'arrière. Et là, j'ai quand même une infirmière qu'on avait appelée pour prévenir. La réaction a été absolument stupéfiante. L'infirmière a quand même expliqué à ce moment-là que je faisais du chiquet, que je faisais de la comédie, que mes yeux n'étaient absolument pas bloqués en arrière. Et de là, c'était juste pas possible. Donc, j'ai mon père qui m'a débranché, qui m'a directement ramené au scanner. Et le scanner a vu qu'effectivement, il y avait un gros problème. Mais de là, c'est mon père qui m'a descendu tout seul, comme un grand, jusqu'au scanner. Et les scanners, en voyant mon état, même s'ils n'avaient pas de bon, pas grave, on le fait. Et c'est seulement de là, mais par contre, il y a quand même une infirmière qui a eu une sale réaction, on va pas se mentir. Donc ils ont continué vraiment tous les traitements pour essayer de faire en sorte, sauf qu'en une semaine, c'était terminé, véritablement. Mais quand tu dis c'était terminé, c'est-à-dire que le cœur ne reprenait pas. Et est-ce que du coup, à ce moment-là, tu étais dans un état conscient ou est-ce que tu étais inconsciente comment ça se passe? Alors, j'étais parfaitement consciente, consciente, orientée, je pouvais te répondre, je m'ennuyais ferme, ça c'est sûr, mais en tout cas, j'étais parfaitement consciente. Donc la suite de l'histoire, c'est que quand ils se sont rendus compte que le cœur n'allait pas récupérer du tout, ils ont fait le choix de mettre en place l'ECMO. De là, on m'amène d'abord dans la salle de réveil le temps que mes parents signent tous les papiers et ainsi de suite. Donc tout ce qui est nécessaire de signer. L'explication des chirurgiens, des médecins qui allaient mettre en place l'ECMO, le coma et pour m'expliquer la greffe a été extrêmement brutale. Donc il faut se dire que jusqu'à ce moment-là, on regardait très régulièrement Dr House avec ma mère. Donc moi, dans ma tête, c'était chouette, c'est Dr House dans la vraie vie. J'ai vite déchanté quand j'ai lu l'explication du chirurgien qui a expliqué les choses d'une manière extrêmement trash. Mais véritablement. Donc on m'a gentiment expliqué, on m'a regardé, on m'a dit « Écoute, ton cœur, il va pas bien, donc tu as besoin d'une machine qui va remplacer ton cœur. Une fois qu'on aura trouvé ton nouveau cœur, on va t'ouvrir, t'enlever l'ancien, t'en remettre à nouveau, fini. » Et là, quand on m'explique ça, mais de façon très trash, il faut juste rappeler une chose, j'avais 11 ans à l'époque.
Et là, tu descends vite sur Terre, c'est plus Doctor House, t'atterris dans un film d'horreur complet. Et à ce moment-là, il faut savoir que j'avais pas mes parents qui étaient en train de signer les papiers, j'avais ma cousine qui était extrêmement choquée avec moi, que l'explication était extrêmement choquante pour un peu tout le monde. Donc de là, on m'amène dans le bloc opératoire, et là, je m'en souviens extrêmement, parce que du coup, première fois que je voyais un bloc opératoire de ma vie, et là, tout d'un coup, on se retrouve allongé sur le dos, sur une table d'opération, les bras en croix. On se fait la réflexion qu'on un peu crucifié en mode Jésus-Christ avec les bras attachés en croix, à se demander, mais merde, pourquoi on a les bras attachés en croix, c'est quoi l'utilité de la chose? Je l'ai toujours pas compris, mais c'est pas grave. Et de là, du coup, on me dit, ok, dans 3 secondes, tu vas t'endormir. Donc à partir de là, 3 secondes, tu t'endors. Et du coup, tu rentres dans la fameuse phase du coma artificiel. Donc, première fois que j'étais dans un coma artificiel, ensuite on te greffe. Et là, je me suis réveillée de façon totalement inopinée. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, on était censé me réveiller le lundi, je me suis réveillée de moi-même toute seule, comme une grande, la veille, c'est-à-dire le dimanche. Donc tout le monde a dû venir un peu en catastrophe, en mode, oh mon Dieu, elle s'est réveillée toute seule, on fait quoi? Donc du coup, entre le chirurgien qui a dû revenir à l'hôpital d'urgence alors qu'il était en week-end, c'était vraiment un peu panique à bord. Et comment ça se fait que tu t'es réveillée comme ça toute seule? Le dosage, il était pas bon ou enfin, il y a une explication ou pas du tout? Visiblement, l'explication serait que je suis naturellement très résistante à ce genre de produit. Donc soit ça devait pas être assez dosé, enfin on ne sait pas. Mais ce qui fait que déjà à l'époque, ils avaient dû mettre des doses quand même beaucoup plus grosses que chez un enfant de 11 ans aurait dû avoir. Toi, tu t'es réveillée et t'étais pas, enfin, on va dire, on t'a pas du tout préparé. Comment tu le vis et qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu arrives à être orientée ou est-ce que juste t'es choquée? Ouais, c'est quoi ton sentiment à 11 ans? Alors, faut bien entendre une chose, c'est que je sortais d'un coma artificiel. Donc, je vais expliquer par la suite ce que c'est un peu plus en détail, coma artificiel, parce que c'est quand même assez particulier. Un coma artificiel, on fait des rêves, on fait des cauchemars dedans. Donc, c'est-à-dire que concrètement, même si par la suite j'ai enfin compris que j'étais à Strasbourg, dans ma tête, j'étais pas du tout à Strasbourg. J'étais pas du tout dans un hôpital, j'étais pas du tout dans une réanimation. On ne m'avait absolument pas opéré. J'étais persuadée que mes animaux de compagnie étaient décédés dans un incendie. J'étais persuadée que j'avais ma maison qui était partie dans un incendie. Donc concrètement, c'était impossible de m'expliquer quoi que ce soit parce que le décalage était trop gros en fait. T'étais pas préparée à ça, on te l'avait pas dit avant que ça pouvait arriver, enfin que tu pouvais te réveiller en étant, bah voilà, en ayant fait certains rêves ou en ayant des pensées qui étaient pas forcément cohérentes avec la réalité ou des choses comme ça. Ça, personne te l'avait dit avant. Non, ce n'est absolument pas quelque chose qu'on explique, que ce soit en étant adulte ou enfant. C'est quelque chose qui est intégralement passé sous silence parce que quand on regarde que ce soit des retours d'expérience ou quoi que ce soit, bah c'est simple, on ne trouve aucun retour d'expérience sur le sujet des comas artificiels. Simplement, les gens n'en parlent pas, soit par volonté d'essayer d'oublier ce qu'ils ont vécu durant leur coma, soit parce qu'ils se font juger, parce qu'on les traite un peu de fous, parce que pour X ou Y raison. En fait, il y a une espèce d'omerta qui fait que personne n'en parle. Et vu que personne n'en parle, ou même si jamais on ose en parler, ça m'est arrivé du coup en 2024, si on ose en parler, j'ai quand même certaines personnes du personnel médical qui partent du principe, alors oui, mais toi tu es patient, nous on est personnel médical, on sait mieux que toi. Non mais attendez, juste 2 secondes, hein. J'ai quand même vécu un truc, t'étais pas à ma place en fait. Donc que tu aies 11 ans ou que tu en aies 24, 25 ou même 60, le personnel médical ne va pas écouter ton retour sur le sujet parce qu'on leur a appris telle chose durant leur cursus d'études. Donc pour eux, c'est ça la vérité et c'est pas ce que le patient a vécu. Et ça, c'est très problématique du coup. Alors nous, on aimerait bien savoir aussi, vous, en tant que maman, comment est-ce que vous avez vécu la période de l'hospitalisation très brutale de Léa? Comment est-ce qu'on vous a amené les éléments en tant que parent? Comment est-ce qu'on a connaissance petit à petit avec tous les épisodes de transfert d'un hôpital à un autre, d'éléments qui s'enchaînent et on se dit c'est une situation quand même gravissime. Qu'est-ce que vous en comprenez? Comment est-ce que vous avez traversé tout ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Léa a été greffée la première fois, on n'était pas au courant de sa pathologie. Donc, elle a été amenée, donc à la suite de sa chute à cheval, elle a été amenée, et son petit restaurant où elle avait halluciné. Léa était quand même particulièrement bizarre. Donc, effectivement, je l'ai emmenée très rapidement chez un médecin généraliste qui n'a pas senti son pouls, qui n'a pas senti sa tension. Bref, rien n'allait. De là, on est parti sur Haguenau, comme Léa l'a raconté. On lui a fait faire une radio thoracique et de là, on a vu qu'il y avait un problème. C'est comme ça qu'elle est partie effectivement en pédiatrie au niveau de l'hôpital civil de Haguenau. À Haguenau, comme vous l'a raconté Léa derrière, il s'est passé 2 jours
où ils ne savaient pas trop. Le premier jour, elle est bien. Le deuxième jour, ils l'ont emmenée, mais d'urgence, en réanimation à Haute-Pierre. Quand je dis urgence, ils nous ont laissé en plan à l'hôpital. J'étais avec la grand-mère de Léa. Ils nous ont dit surtout ne nous suivez pas. Ils sont partis en SMUR et ils étaient sur la voie d'arrêt d'urgence à fond. Donc, toute sirène allumée, etc., etc. Derrière ça, Léa était bien installée en réanimation à Haute-Pierre. Nous, on est arrivés naturellement bien plus tard parce que il faut savoir quand même que les médecins urgentistes sont des vrais fonds du volant. Donc, quand on nous avait dit ne nous suivez pas, je savais pourquoi. Même si j'aime la vitesse. Mais bon, là, c'était pas à essayer. Il fallait qu'on arrive vivante à l'hôpital. Donc, Léa a été installée dans une petite salle. Bon, déjà, la pédiatrie, c'est pas sympathique puisqu'il n'y a pas que Léa, il y a forcément d'autres enfants. Et quand on rentre en réanimation, c'est pas du tout joyeux comme milieu. On se retrouve avec d'autres patients, surtout d'autres parents d'enfants malades qui sont eux-mêmes en réanimation, donc forcément pas tout sourire. On va dire que là déjà, la première chose, c'était déjà choquant à ce niveau-là. On n'est pas prêt à rentrer en réanimation quand on a un enfant qui est en bonne santé, du jour au lendemain. Écoutez, on nous a expliqué ce qu'il en était. On nous a dit que le cœur de Léa était malade, qu'il effectivement était à 5% de fraction d'éjection, qu'on pensait effectivement que peut-être qu'avec du médicament, ça allait se rétablir, ou de manière naturelle, mais on ne m'avait pas encore parlé de la greffe. C'est quand les choses se sont déroulées sur la semaine, parce que Léa est restée une petite semaine en réanimation pédiatrique. Ça se dégradait, ça s'est dégradé au fur et à mesure. Donc, à un moment donné, on nous a dit urgence vitale, plus. Il faut qu'on emmène Léa au bloc pour lui brancher une machine. Nous, parents, pas du tout au courant. C'est quoi cette machine? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Et de là, on nous a expliqué, mais brut de décoffrage, parce qu'il fallait, encore une fois, c'était encore une situation d'urgence et vitale. Il fallait débrancher le cœur de Léa qui ne fonctionnait plus pour la brancher sur une machine qui est l'ECMO, qui venait prendre le relais de son cœur. Parce que sans ça, Léa ne serait plus là. Donc, ils ont dû plonger Léa effectivement dans un coma artificiel. Et de là, notre fille dormait, branchée sur machine. Une machine dans laquelle on voyait son sang circuler. Alors, elle était bien empaquetée dans son lit, donc on ne voyait rien, mais il y avait quand même cette machine dans laquelle son sang circulait à l'extérieur. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est ultra choquant. Mais on se dit, à ce moment-là, en tant que parent, on se dit, ma fille tient sur une prise électrique. Et on s'est dit, s'il y a, je ne sais pas, une coupure d'électricité, alors bon, bien plus tard, on a su qu'il y avait des générateurs d'énergie, etc., etc. Limite, nous, on était à côté du transfo, quoi, pour vérifier que tout fonctionne bien, que cette machine, surtout, ne s'arrête pas. Donc, période, sur le moment, de toute façon, une période très, très compliquée à vivre parce qu'on savait très bien qu'on pouvait ne plus revoir Léa, tout simplement. Si je dois vous parler de l'avant, de comment était Léa, elle vous l'a déjà dit, Léa, c'était une fille qui était... c'était pas une petite fille Barbie, moi, comme je l'appelle. Léa, c'était une petite fille qui faisait du karting, qui faisait de la boxe, qui faisait du judo, ultra vivante, à qui on a appris l'équitation, qui était très compétitrice dans l'âme. Donc très, très sportive. Donc, il n'y avait aucun signe avant-curseur qui pouvait permettre de nous dire qu'il y avait un problème cardiaque. C'est vraiment d'être plongé du jour au lendemain et j'ai une fille qui est en parfaite santé, qui va super bien, ma fille, entre la vie et la mort, elle tient, comme tu disais, à une prise électrique, on en est là, quoi. Exactement ça. Donc ça a été très rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas été préparé dans le temps comme peut l'être d'autres patients greffés ou d'autres patients qui auraient des soucis cardiaques. Léa, c'était vraiment du jour au lendemain. Je trouve que c'est important de montrer la vision en tant que parent, surtout quand c'est aussi brutal, d'être plongé dans un monde où on n'a aucune connaissance, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il branche Léa à l'ECMO pour que cette machine puisse prendre le relais de son cœur et de ses poumons. Est-ce qu'à ce moment-là, ils disent que possiblement la suite, c'est la greffe, ou ils vous en ont pas encore parlé, ou ça vient quand? À l'époque, c'était arrivé un peu plus tard. Donc déjà, à partir du moment où ils mettent sous ECMO, nous, on n'était pas prêts. Donc il fallait aussi qu'ils nous préparent. Donc, on ne savait pas ce que c'était l'ECMO, on savait que Léa était branchée à cette machine. Ils nous ont préparés au fur et à mesure à la possibilité de la greffe. De toute façon, la greffe était le seul traitement possible pour que Léa puisse survivre. De toute façon, elle ne pouvait pas être branchée plus de 3 ou 4 semaines sur cette machine. Et encore, ils ont tiré le truc à fond, mais ce n'était pas possible. La greffe était vraiment l'ultime traitement de sa survie. Donc, effectivement, ils ont dû gérer Léa, ils ont dû gérer les parents. Et c'était une catastrophe.
on dormait plus, et plein de choses. Donc, Ouais. Et la vie s'arrête aussi pour vous? la vie s'arrête net. En fait, la vie s'arrête net. Et donc, après la greffe, la première greffe, Léa, comment ça se passe le après? Il y a donc une convalescence, il y a aussi la rééducation, je suppose, et la reprise de l'école à 11 ans ou c'est l'école à l'hôpital? Je sais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, aucun souci, je vais vous raconter, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il faut quand même garder en tête que je n'avais absolument pas perdu mon caractère. J'étais très, très brûlée. Pour moi, il était absolument hors de question que je redouble. C'est parce que généralement, après une greffe cardiaque, on dit ok, c'est 1 an à domicile, tu ne sors pas, enfin, tu sors pas, je m'en entends, hein, mais en tout cas, tu ne vas pas t'amuser à aller du coup à l'école, ou alors tu vas pas faire tes études, tu vas pas faire ton BTS, tu vas pas aller travailler. Pour moi, c'était pas entendable, mais absolument pas. Donc de là, on a trouvé la solution du CNED. Donc ça, c'était une question qui était réglée. Avant de basculer sur le CNED, il fallait déjà me remettre debout, ce qui était un challenge en tant que tel. Donc ça a démarré avec les kinés de l'hôpital, donc notamment avec Manu, qui est kiné au NHC. Et donc du coup, lui, il avait des techniques très particulières pour me refaire marcher. C'est simple, au lieu que ce soit moi dans le fauteuil roulant, c'était lui dans le fauteuil roulant. Il me disait ok, on va là-bas maintenant, donc c'est à toi qui me pousse. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on allait, qui me refaisait marcher petit à petit, du moins à l'époque. Par la suite, la méthodologie a un peu changé, mais c'était tout aussi efficace. On m'a parlé très vite de centre de rééducation. Il faut quand même savoir, un centre de rééducation, il n'y a pas que des jeunes là-bas. J'avais 11 ans. Pour moi, c'était même pas entendable. Que ce soit moi ou mes parents, en fait, c'était pas entendable. Donc de là, on est simplement, donc après toute la phase de l'hôpital, on est rentré à domicile et c'était une kiné en libéral qui faisait toute la rééducation, qui a pris le relais du coup de Manu du NHC. Du coup, tu as eu, un hôpital à domicile, c'est ça? Pas du tout, Non, pas du tout? pas du tout. J'ai été à l'époque greffée en août, je suis sortie vers début septembre, mi-septembre, quelque chose comme ça, de mémoire en tout cas. Donc non, il n'y a pas d'hôpital à domicile, c'était vraiment, je suis sortie comme quelqu'un sort au bout d'une semaine. Est-ce que tu peux juste, rappeler, pour, les personnes qui nous écoutent ce que c'est le CNED? Parce qu'il Pas de souci. y en a peut-être qui savent pas. Alors, le CNED, c'est simplement l'école à distance, à domicile. Donc, on a plusieurs cahiers en fonction des matières qu'on a, en fonction de la classe qu'on a. On a quand même des professeurs mais qui nous évaluent, mais du coup à distance. C'est-à-dire qu'on doit rendre des devoirs et des travaux à échéance régulière. Donc, il y a avec un prof à distance qui va nous noter, et ainsi de suite. Et dans mon cas, j'avais même un professeur à domicile qui venait pour m'aider à apprendre, donc que ce soit les maths, que ce soit le français, l'anglais, l'allemand, peu importe les matières, qui étaient là pour accompagner. Donc c'était soit ça, soit le redoublement. Donc autant dire, pour moi, comme le redoublement n'était pas entendable, donc du coup c'était le CNED. Et moi, je voulais juste encore savoir, est-ce que du coup, après cette greffe cardiaque là, à 11 ans, comment est-ce que tu avais du mal à assimiler le fait que, on avait changé ton cœur, ou est-ce que c'était quelque chose qui pour toi, c'était pas vraiment, quelque chose de si différent? Je sais pas comment on l'appréhende, surtout quand on a 11 ans en fait, c'est surtout ça. Alors je sais que pour certains ça peut être compliqué, pour moi ça ne l'a pas du tout été compliqué, parce que dans tous les cas, j'avais encore un cœur et c'était l'essentiel, on va dire. Donc je pense que le plus compliqué, c'était plutôt d'entendre que le cœur que j'avais n'était pas le mien, n'était pas l'initial. Et du coup, c'était plus l'interrogation, ok, mais on a fait quoi avec mon cœur originel en fait? Donc du coup, et par la suite, nous, on a appris qu'il y avait eu autopsie pour essayer de voir qu'est-ce qui allait pas, et ainsi de suite. C'était plus, comme dit, pour moi, le cœur greffé, c'était le mien maintenant, donc j'ai pas forcément eu de problème à l'accepter ni quoi que ce soit. Du coup, t'as pas eu de difficulté psychologique à accepter ce nouveau cœur? Et est-ce que vous avez une réponse tout de suite après la greffe, ou à partir du moment où tu es à la maison, de pourquoi est-ce que ton cœur a subitement montré des signes de faiblesse? Enfin, pourquoi est-ce que c'était si rapide? Et ouais, est-ce que vous avez eu des causes qui ont été données ou pas? Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucune cause qui n'a jamais été donnée. Mais véritablement, on n'a jamais su le pourquoi du comment. On savait uniquement que c'est une cardiomyopathie dilatée gauche, autrement dit une cardiomyopathie non obstructive. Et mis à part ça, on n'a jamais rien su jusqu'en 2016, du coup. Et il s'est passé quoi en 2016? Alors en 2016, c'est mon demi-frère qui a fait exactement les mêmes symptômes que moi en 2011, mais ça lui est arrivé du coup cette fois-ci à l'âge adulte. Et en comparant simplement nos deux dossiers, on s'est rendu compte que c'était exactement la même chose. C'était les mêmes symptômes,
la même fraction d'éjection, tout pareil. Et là, ils se sont dit, OK, il faudrait peut-être faire... on va d'abord soigner, et ensuite on va faire des recherches génétiques. Et en faisant les recherches génétiques, ils ont trouvé un gène, notamment, qu'on avait en commun, et qu'il y avait également en commun avec mon père et mon autre demi-frère. Et c'est cette pathologie génétique qui a provoqué la cardiomyopathie dilatée gauche, que ce soit dans mon cas ou dans le cas de mon frère. Il faut savoir que dès qu'on a été... C'est une chose essentielle que je vais dire, mais dès qu'on a été greffé, cette pathologie génétique, elle n'a plus d'action sur le cœur greffé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas refaire de problème cardiaque pour les mêmes raisons. C'était impossible. Donc une fois qu'on est greffé, le problème est solutionné et on n'en parle plus. C'est peut-être aussi le moment de dire qu'effectivement la greffe n'est pas une maladie, mais c'est simplement une solution qu'on apporte quand notre cœur initial ne fonctionne plus et qu'on décide de changer comme, je sais pas, je peux faire la métaphore avec de la mécanique, mais on a un élément qui est défaillant, on va le remplacer par un élément qui refonctionne normalement. Et donc du coup, normalement, la machine n'a plus de problème, donc tout fonctionne. C'est exactement ça. J'ai eu souvent des retours de personnes qui partaient du principe qu'une greffe cardiaque est une pathologie. Alors je le dis, je le répète et je le répéterai toujours et encore. Non, une greffe cardiaque n'est pas une pathologie, c'est une solution à une pathologie qui est l'insuffisance cardiaque terminale ou autre maladie qui entraîne une insuffisance cardiaque terminale. La greffe cardiaque étant une solution à une pathologie, il faut savoir que la greffe a ses propres complications, mais qu'à aucun moment elle entraîne des maladies cardiaques à elle toute seule. C'est-à-dire qu'il y a d'autres conditions qui peuvent les favoriser, mais ce n'est pas elle, à proprement parler, qui va les provoquer. Et tu fais bien de le préciser pour la suite de ton histoire. Alors, on repart du fait qu'après ta première greffe, tu décides de retrouver ton caractère très combatif et de te dire que moi, il est hors de question que je redouble. Donc moi, je commence l'école à la maison, mais je continue mon cursus scolaire comme si de rien n'était. Par contre, il y a une autre épreuve qui te rattrape un peu, qui arrive. Ça s'appelle un lymphome. Donc, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est et est-ce que tu te souviens quand ça a commencé? Donc, peut-être parler des premiers symptômes. Est-ce que tu savais que le risque de cancer était possible après une greffe cardiaque? Alors non, je n'étais absolument pas au courant que c'était une possibilité. C'est vrai que ça fait partie des complications qui sont très rares, mais très graves également. Alors, un lymphome, c'est un cancer du système immunitaire, précisément des lymphocytes. Donc, simplement, ça se remarque avec les ganglions. Et là, c'est l'histoire de la découverte est quand même assez drôle. Je pense que ma mère, ça va forcément la faire sourire. Mais donc, il faut bien préciser, on était en 2012, j'étais au CNEN avec un professeur qui avait tendance à m'énerver et que je n'appréciais pas particulièrement. Donc, du coup, j'allais souvent me réfugier au WC, mais pour rien du tout, hein. J'allais juste squatter les WC pour fuir le cours avec le professeur. Je vois ma mère qui se frotte le front là, actuellement. Mais et en fait, ça a fini, donc ça, c'est la partie un peu drôle. Et ça a fini par... j'avais véritablement des problèmes digestifs, j'avais notamment des diarrhées et tout le temps mal au ventre. Et donc, du coup, ça a quand même mis la puce à l'oreille. Et on s'est dit, OK, il faudrait peut-être chercher ce qui va pas, le pourquoi du comment. Donc, on en discute avec les cardiologues, avec l'équipe du NHC, qui mène ses propres explorations. Donc, on rappelle quand même que la résistance aux anesthésies locales, elle n'a pas disparu. Donc, on a nos chers cardiologues du NHC, que j'apprécie beaucoup, mais que là, pour le coup, je pense qu'ils sont un peu foirés. On va pas se mentir, qui pour faire une biopsie, ils avaient remarqué une masse au niveau du foie. Et pour faire cette biopsie au niveau du foie, il faut un scanner. Donc, imagerie interventionnelle. Donc, biopsie au niveau du foie, au niveau là où il était la masse, il faut bien entendre un truc. C'est des grosses aiguilles. Et dans mon cas, on doit les passer entre les côtes. Donc, je vous laisse un peu imaginer le truc alors que je suis résistante aux anesthésies locales. Anesthésie locale qui fonctionne absolument pas. Et pour m'empêcher de me relever, qu'est-ce qu'on fait? On me met la tête pile sous le scanner, de sorte à ce que si je me relève, je me tape la tête contre le scanner. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Donc, ils ont quand même fini par réussir, mais c'était une galère sans nom. Je n'en veux toujours pas à l'équipe de cardiologues du NHC. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et heureusement qu'ils l'ont fait. Même si c'était clairement pas une partie de plaisir. Disons que je pense que maintenant, avec du recul, ils auraient pu faire autrement, peut-être, je sais pas. Mais on était encore une fois dans l'urgence. Et quand on est dans l'urgence, on fait avec les moyens du bord comme on peut. Donc de là, avec les prélèvements qu'ils ont fait, ils ont découvert, donc du coup, ce lymphome. Donc de là, on me dit, OK, pas de problème, mais il va falloir faire quelque chose avec le service oncologie pédiatrique de l'hôpital de Pierre de Strasbourg,
Donc on y va. Et là, c'était assez drôle parce que débarrage, premier rendez-vous, c'est ma mère qui y va, mais sans moi. Et donc, du coup, avec le médecin qui dit, j'en rigole parce que, enfin, même moi, ça me fait encore rire maintenant. Mais avec le médecin qui lui dit, ok, mais pourquoi votre fille, elle est pas là? Moi, c'est votre fille que je veux voir. Et donc, du coup, on y retourne une deuxième fois, mais avec moi cette fois-ci. Et de là, on m'explique qu'on va devoir faire de la chimio. Donc, il faut bien entendre un truc, c'est que moi, du haut de mes 12 ans, j'avais une cascade de boucles monumentale. Moi, tu me disais chimio, je me voyais déjà chauve. Pour moi, c'était pas possible. Donc, avec un grand sourire, j'ai dit oui, oui, pas de problème. Sauf que c'était sans compter mon caractère légendaire du moment. Qu'est-ce que je fais pas? Bah du coup, je vais voir un orthodontiste en lui expliquant que mes dents sont pas droites et que j'aimerais bien avoir un appareil pour que mes dents soient droites. Donc, il faut bien entendre quelque chose, c'est que quand on veut mettre en place un traitement par chimiothérapie, on enlève tous les appareillages dans la bouche parce que ça peut créer des plaies. C'est vraiment pas recommandé. Donc, de là, je retourne à mon troisième rendez-vous avec mon appareil dentaire, donc tout sourire avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et là, le médecin qui me dit, mais Léa, mais qu'est-ce que t'as pas fait? Et moi, j'ai dit, mais de toute façon, c'est hors de question, maintenant que je l'ai, et on ne va pas le retirer, c'est vous trouvez autre chose. Pas de souci, ils ont véritablement trouvé autre chose. Et de là, ils ont trouvé un traitement, c'était pas une chimio, c'était une alternative, c'était le Maptera, voilà. Maptera, qui effectivement ne fait pas perdre des cheveux, par contre, ça a la grosse particularité quand même d'abîmer, mais très fortement, l'ensemble du système immunitaire. Donc, on m'a dit, ok, le deal, c'est tu fais une première session de temps de traitement. Si au bout de cette session, ça va pas, là, on bascule sur la chimio. Et moi, j'ai dit pas de souci. Mais encore une fois, c'était sans compter mon caractère. On arrive au bout, ça avait diminué, mais c'était toujours là. On me dit, Léa, maintenant, on va falloir passer sur la chimio. Je dis non, on continue. On a continué, ça a fini par disparaître. Mais à quel prix? Mon système immunitaire totalement détruit. Donc là, de là, c'était extrêmement compliqué. Compliqué, pourquoi? Alors ouais, certes, j'avais gardé mes cheveux, mais j'ai dû faire des injections de globules blancs par perfusion tous les mois pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, donc du coup, faut quand même bien entendre un truc, ces injections-là, quand tu les fais, tu te retrouves pendant 48 heures avec 42 fièvres si c'est pas plus, t'es vraiment malade comme pas possible. Et en parallèle de ça, j'étais contente, j'avais mes cheveux, mais en parallèle du traitement des lymphomes, j'étais quand même en cours. Hein. À ce moment-là, j'étais en 4e. Je venais de quitter ma 5e pour rentrer en 4e. Donc, c'est-à-dire que j'avais cette fois-ci le retour dans une vraie classe, le lymphome à traiter. Et de l'autre côté, j'avais une professeure principale qui m'expliquait que de toute façon, j'étais douée à rien, que j'allais finir caissière, que j'étais bonne à rien. Donc, c'est-à-dire que je me retrouve à gérer une greffe, un lymphome, un corps enseignant qui n'est ni délicat et n'a ni la volonté d'aider. Moi, je voulais juste savoir comment, à 12 ans, on sait qu'il faut un appareil dentaire pour pas avoir la chimio. D'où t'as cette info? C'est simple, du coup, à l'époque, c'était le professeur du service qui, je pense, en fait, j'avais un peu les oreilles qui traînaient dans le couloir et j'avais entendu à plusieurs reprises qu'il faut absolument pas avoir d'éléments dans la bouche, sinon ça crée des aftes. Et quand t'as pas de système immunitaire, bah, les aftes, c'est pas terrible. Et donc, du coup, j'ai plus ou moins fait le lien comme ça et je me suis dit, tiens, on va faire l'appareil dentaire, comme ça, j'ai pas de chimio. Et c'est comme ça que j'ai pu garder mes cheveux à l'époque. Oh, mais c'est incroyable. Comment tu passes cette période où tu reprends les cours, mais où ça se passe pas forcément très bien et où tu dois gérer en parallèle ces traitements et surtout alors bien sûr tu guéris du coup, enfin, tu es en rémission du lymphome après plusieurs sessions de traitement, mais du coup tu as ces 5 années où quand même tous les mois, tu as ces hospitalisations et enfin ça dure quoi dans le temps. C'est pas juste une période, c'est plusieurs années de suite. Du coup, comment tu le vis ça? Parce que c'est long. Bah, en fait, mine de rien, c'est pas ça qui était plus compliqué à vivre. Alors, faut savoir que dans le caractère, je suis très pugnace, très combative. Donc, pour moi, tu m'expliques que je vais finir caissière, je vais tout faire pour te prouver que t'as tort. Donc, en fait, pour moi, c'était un peu ça, le leitmotiv. C'était même pas tant le côté médical à faire des perfs une fois par mois. Hein. Ça, pour moi, c'était limite anecdotique. Pour moi, c'était vraiment lui prouver qu'elle avait tort. C'était vraiment ça qui me faisait avancer, entre guillemets, tout le schmilblick. Donc c'était, quand t'as un problème, pas grave, on se concentre sur autre chose et on avance comme ça. C'est pas un moyen de, pas de déni, mais de, je sais pas, j'ai pas trop le mot, mais du genre, pour, oublier un peu qu'on est malade et que du coup comme tu dis, on se concentre sur autre chose. Je veux dire, à un moment donné, la maladie, elle est là. Ça doit quand même prendre une place dans le cerveau et du coup, le fait que cette prof-là t'a dit que tu vas finir comme ça t'a peut-être permis en fait, c'est un autre focus, quoi. Mais du coup, comment tu gères à côté, en fin de compte, la pathologie qui est,
je veux dire, un cancer, c'est pas rien à cet âge-là. Enfin, à tout âge même, mais c'est quand même quelque part la mort qui nous pend un peu au nez, quoi. Alors, faut savoir que dans mon cas, le cancer a été pris extrêmement tôt, du fait de ma tactique d'esquiver mon professeur au WC. Vu que c'était tôt, on pouvait ne pas parler directement de mort ou quoi que ce soit. Il faut savoir une autre chose, c'est que pour moi, même si j'étais malade, même si j'étais handicapée, peu importe ce que j'avais, en fait, j'étais toujours sur mes deux jambes, j'avais toujours toute ma tête, tout allait parfaitement bien dans ma vie, j'avais pas de quoi me plaindre, je pouvais toujours aller en cours. Alors certes, les enfants peuvent être très méchants entre eux quand il y a de la différence, mais j'étais toujours là en fait. C'est idiot, mais j'étais toujours là. Donc je me voyais pas comme quelqu'un de malade ou comme quelqu'un d'handicapé, je me voyais juste comme un autre enfant, un peu différent, mais quand même comme un enfant. Donc pour moi, ça rentrait même pas en ligne de compte en fait au final. Ça peut paraître complètement ubuesque. C'était même pas du déni, c'était juste ouais, ok, c'est comme ça, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il faut juste maintenant, il s'agit d'avancer et de toute façon, faire du surplace, ça te mène nulle part. Il faut juste avancer et trouver une méthode d'avancer. Alors, je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais comme tu disais, les enfants sont pas forcément sympas entre eux. Toi, c'est ce que tu as vécu. Alors, faut savoir que, comme je le disais, les enfants ne sont absolument pas sympas du tout entre eux. Donc de là, ma mère m'avait mis au séminaire de jeunes de Valbourg, qui est une école privée. Ça a réglé plus ou moins un problème. C'est-à-dire que le problème qui a été réglé, c'est le corps enseignant, qui du coup, vu qu'il y a eu une pression monétaire derrière, on pouvait leur dire, écoutez, vous êtes payés, donc maintenant, vous allez faire en sorte que, malgré ce qui se passe, qu'elles suivent quand même. Et ça a plus ou moins bien marché, parce que je m'entendais très bien avec les professeurs. J'avais, malgré mes absences, mes cours. J'avançais malgré tout ça. Mais là où ça a été compliqué, c'est avec les autres élèves qui, ok, mais... Alors, j'ai donné un exemple qui est seulement arrivé beaucoup plus tard et pas au séminaire de jeunes de Valbourg, mais c'est arrivé durant mon bac. J'ai quand même des élèves qui m'ont dit, ok, t'as des billets d'absence, mais nous, on attend tes billets de présence. C'est ce genre de remarques, à longueur de temps. C'est des remarques d'élèves qui pensent que parce qu'on est malade, on a des passe-droits. C'est-à-dire que, comme j'étais souvent absente, du coup, les élèves se demandaient ok, mais pourquoi elle a le droit de rattraper et nous, si jamais on l'a loupé, on n'a pas le droit de rattraper? Sauf qu'il y a une grosse différence, c'est que si tu loupes volontairement ton contrôle, moi, je suis peut-être en traitement, je suis peut-être en chimio, en chimio, en traitement de cancéreux, je suis peut-être en traitement parce qu'il y a des maladies chroniques. Enfin, il y a une raison qui est extrêmement lourde et qui est connue par le corps enseignant. Et surtout, le corps enseignant, là, pour le coup, a été absolument génial. Une fois que je suis rentrée au séminaire de jeunes de Valbourg, toutes les écoles que j'ai fait par la suite étaient extrêmement... Franchement, ils sont géniaux. Ils ont toujours tout fait en sorte pour que j'arrive malgré tout à suivre. Mais les enfants, je suis désolée, entre eux, c'est des vraies saloperies. Les enfants, quand il y a un enfant qui est différent dans un lot d'enfants, deviennent des harceleurs en puissance. Combien de fois j'ai esquivé plus ou moins les cours, et à un moment donné, c'était limite de la phobie scolaire. C'était compliqué à gérer. Compliqué de quand même... Il y avait toujours cette envie de donner tort qui était tout au fond quelque part à cette professeure. Donc c'était trouver un moyen d'avancer malgré tout ça. Donc du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris des années. Et c'est seulement une fois arrivé en BTS que je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, qu'est-ce que j'en ai à faire? Parce qu'au final, c'est pas avec eux que je vais vivre, c'est pas avec eux, c'est pas grâce à eux que je vais avoir mon diplôme. Le diplôme, c'est que grâce à moi, c'est que grâce au travail que je fournis. Donc ok, s'ils veulent parler, mais laissons-les parler. De toute façon, ils connaissent pas la situation. Donc maintenant, il s'agissait juste d'avancer et de faire avec. Ouais, mais ça demande une force incroyable. Et aussi, je me dis, ok, en BTS, t'es déjà adulte, donc tu peux avoir peut-être cette réflexion-là, mais plus jeune, tu peux pas avoir le recul ni la conscience, tu vois, de tout ça. Donc, bravo, chapeau. J'allais dire simplement qu'il y a quand même ma mère qui poussait quand même derrière en m'expliquant par A plus B qu'en fait, on n'en avait rien à carrer des autres et que c'était les cours l'important. Alors oui, effectivement, quand on est jeune, ça peut être compliqué à entendre. Heureusement qu'elle était derrière, parce que sinon, combien de fois je pense que j'aurais lâché l'affaire. Ça, c'est une vérité. Et s'il y avait pas... Il y a des parents qui sont peut-être moins derrière, mais quand on a des parents qui sont derrière, malgré ça, on arrive à avancer. Et mine de rien, c'est peut-être idiot, mais ça forge. Ça forge au niveau du caractère. Ça fait que, concrètement, il y a au bout d'un stade, au bout d'un moment, à force de se prendre énormément de harcèlement pendant des années et des années dans la tête, il n'y a plus grand-chose qui nous attend, en fait. Il n'y a plus grand-chose qui nous attend. On pourra nous dire n'importe quelle saloperie, ça ne nous atteindra plus. Moi, je voulais juste avoir votre retour de maman, une fois que la greffe est passée, qu'on apprivoise un petit peu l'après-greffe, les traitements, les contrôles, tout ce qu'il faut.
et qu'il y a cette deuxième massue qui vient et en nous disant, bah voilà, on affronte un autre truc, c'est l'oncologie et c'est les traitements lourds et tout ça. Comment est-ce que vous décririez cette période-là en tant que maman de Léa? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on nous annonçait ça, Léa a été hospitalisée et c'est arrivé 6 mois après la greffe. C'est toujours pareil, on a la délicatesse des médecins, mais qui sont géniaux encore une fois, mais c'est du corps médical. Le corps médical ne peut pas être dans l'empathie, donc ils m'ont convoquée. J'étais avec le papa ou la grand-mère, bon bref, on était à 2 et on nous a annoncé, 2 médecins de suivi de greffe cardiaque nous ont annoncé que Léa avait un lymphome. Donc 6 mois pile poil après la greffe. Alors, on venait de se prendre la greffe dans les dents 6 mois auparavant. 6 mois après, on nous annonce qu'elle a un cancer. C'était un peu compliqué à encaisser. On n'était pas, honnêtement, quand on est sorti de cette réunion, déjà, ils nous l'ont annoncé pas dans la chambre de Léa. Ils nous ont fait sortir de la chambre de Léa et qu'on voit des médecins qui qui nous disent: est-ce que vous pouvez venir 2 secondes? On va dans la salle d'attente et là, on vous dit: oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a encore un truc. Il y a encore quelque chose, sachant que Léa avait, suite à la greffe, là on parle du lymphome, mais à la suite de la greffe, elle a quand même eu beaucoup de petits problèmes qui sont cumulés. Donc on n'était pas à l'abri d'avoir un énième problème qui arrivait, et là c'était le lymphome. Donc comment on a réagi? Ben, on n'était pas très serein. On était triste, on n'était pas bien. Voilà. Et comment est-ce que vous avez accompagné Léa dans ce processus de traitement? On vous l'a dit, donc on nous a annoncé qu'elle allait avoir un traitement. Donc, comme elle vous l'a gentiment expliqué, elle s'est dit: il est hors de question que j'ai de la chimio. Donc elle s'est empressée de me dire qu'elle avait les dents de travers. Je trouve que c'est important de le dire, ça. On a quand même, donc dans l'urgence, j'ai pris un rendez-vous chez orthodontiste, etc., etc. Elle avait un superbe appareil. Et je suis allée effectivement en oncologie toute seule, où là j'ai un charmant professeur qui m'a dit: mais attendez, c'est pas vous que je veux voir, c'est votre fille. C'est pas vous la patiente, c'est Léa. OK, donc j'y suis allée avec Léa parce que honnêtement, j'étais très inquiète. Donc en pensant y aller seule, que j'allais avoir des informations en amont, et c'était totalement faux parce que la patiente était Léa et c'était pas moi. Ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je prenne sur, mes heures de travail, il a fallu, plein de choses, mais que j'accompagne Léa. Donc j'étais là constamment. Si c'était pas moi, c'était son grand-père, son père, sa grand-mère. Je veux dire, il y avait tout le temps quelqu'un avec Léa. On n'allait jamais laisser monter Léa en VSL à Strasbourg seule. On était tout le temps avec elle pendant ses traitements. Donc forcément, on vivait l'instant de l'oncologie pédiatrique. Après le NHC, on est en oncologie pédiatrique avec tout ce qui se passe autour, encore une fois. C'est pas joyeux, on est en oncologie pédiatrique, on a affaire des enfants, et là on se dit, là je peux vous dire, hein, on se dit: «Purée, Léa a de la chance». Malgré qu'elle soit greffée, malgré qu'elle ait un lymphome, hein. Parce que c'est pas joli à voir, hein. Plein de gamins qui souffrent et on se rend pas compte quand on est dans la vie de tous les jours. Ça, on s'en rend pas compte, hein. On en entend parler, mais il faut le savoir qu'il y a quand même plein de gamins qui étaient, voilà, cancéreux. On en a vu plein partir, on les a pas vus partir, mais on avait des noms. Donc je veux dire, c'était une continuité, des choses qui faisaient que, oui, Léa est toujours en vie. Léa est toujours en vie, elle a été greffée certes, elle a un lymphome, OK, et moi je disais à Léa: «Tu vas continuer. Point, c'est tout». Quelques années plus tard, et du coup, on arrive en 2024. Donc précisément, d'après ce que j'ai compris, le 6 juin 2024. Bah, il y a presque un an tout pile, hein. Et du coup, ta vie, elle bascule à nouveau. Est-ce que tu peux, en fin de compte, nous raconter, ce que tu en sais, et surtout ce qui te reste, en souvenir de cette journée, sûrement très tragique? Alors je dirais même pas elle bascule, je dirais littéralement qu'elle s'effondre. Il y a l'intégralité de ma vie qui vole en éclats. Ça, c'est important de le préciser, hein, c'est qu'il y a tout qui part en vrille, il y a tout qui vraiment l'intégralité de ma vie qui part en éclats, qui part, en vrille, en fait. Donc je vais raconter dans l'ordre chronologique de ce que je me souviens, ou ce que je pense être l'ordre chronologique, du fait que, chose importante à préciser, je n'ai pas de souvenir entre le mois de mai 2024 jusqu'à à peu près début septembre 2024. Je me souviens de 2-3 petites choses par-ci, par-là, qu'avec le temps, j'ai réussi plus ou moins à mettre ça en ordre. Je connais des choses parce que je les ai lues dans des comptes rendus,
mais le plus gros de mes souvenirs, je ne les ai pas. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, à cette période-là de ma vie, j'étais très suivie médicalement parlant, surtout d'un point de vue cardio. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai vu les cardiologues à ce moment-là, c'était précisément 2 jours avant, soit le 4 juin. Le 4 juin, donc, parcours classique, échographie, radio, ECG, consultation, histoire de vérifier que tout allait bien. Spoiler alerte, tout allait bien. Mais véritablement, il n'y avait aucune ombre à l'horizon. On m'a dit que je pétais la forme, c'est bon, je peux travailler, pas de problème. C'est important à préciser. Donc moi, toute contente, je rentre gentiment, se passe un jour au travail, tout va bien. Arrive le 6 juin. Donc là, j'ai très 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 peu de souvenirs. Je me souviens, déjà, il faut savoir un truc, c'est que j'avais des horaires un peu biscornus, mais c'était volontaire. C'est-à-dire, quand je dis horaire biscornu, c'est que j'ai des aménagements de temps sur mon travail qui faisaient que je m'organisais en fonction de si j'avais des rendez-vous médicaux ou pas. Là, c'était le cas. Là, j'avais quelque chose qui était prévu. Donc, je venais plus tôt. Je décalais d'1 heure en avance. Ça m'arrivait souvent de décaler 1 heure en avance parce qu'il y avait comme ça 1 heure où j'étais plus ou moins tranquille. Mais c'était connu, en fait. Donc, je me lève, comme d'habitude, 6h30. Je dis au revoir j'étais du coup chez mon conjoint à ce moment-là. Donc, je lui dis au revoir. À ce soir, bosse bien. Donc, de là, je pars. Et il faut savoir quelque chose, c'est qu'à ce moment-là, je sais pas si c'était un move de génie ou si c'était juste le destin, j'avais modifié mon contact d'urgence. Donc normalement, mon contact d'urgence à l'hôpital, c'est ma mère. Là, je l'avais modifié pour que ce soit mon conjoint. J'arrive au travail, donc je me gare à mon emplacement habituel. Je marche gentiment. Il faut savoir que il y a quand même pas mal de marches. Mais j'avais aucun symptôme, j'avais 0 douleur, on n'aurait pu rien dire. La tension, nickel. Les pulsations, nickel. J'avais pas de pris de poids, j'avais pas perdu de poids non plus. Mais vraiment, tout comme d'habitude. La seule chose qu'on aurait pu dire, c'est que j'étais un peu plus fatiguée que d'habitude. Style, passer une mauvaise nuit. Pour à peu près donner un exemple. De là, je me souviens que, donc, comme d'habitude, je ne passe pas par les ascenseurs, je marche dans les escaliers. Il y a quand même pas mal de marches, mais ça reste largement correct, hein, c'est des escaliers, quoi. Et je me souviens pertinemment de m'être dit « Purée, je suis quand même vachement fatiguée, vachement essoufflée, je vais me poser 5 minutes. De toute façon, je suis pas très loin de mon bureau. Allez, il me reste peut-être 50-100 mètres. Max, mais vraiment très gros max. Ça va le faire. » Donc je m'assois, je souffle un peu, puis je repars. Et en fait, donc là, par contre, je me souviens plus. Mais de ce qu'on m'a dit, j'ai même pas fait 5 mètres avant de m'effondrer totalement. C'est-à-dire, j'ai fait 5 pas et c'était terminé. Je venais de faire un arrêt cardiaque. Donc, de là, de ce que je sais, parce que là, par contre, je m'en souviens pas du tout. Il faut savoir juste quelque chose d'important, c'est que quand on fait un arrêt cardiaque, on n'est ni capable de déclarer quoi que ce soit, le cerveau a simplement arrêté d'enregistrer. Donc, on boucle, en fait. C'est à titre indicatif, c'est que je posais les mêmes questions toutes les minutes. Pour moi, parce que le cerveau a totalement cessé de fonctionner. Vous voyez un peu l'espèce de bug erreur 404 sur vos ordinateurs, c'est pareil. C'est le même principe. Donc, j'étais pas du tout en capacité de déclarer quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Mais véritablement. De là, il barricade l'intégralité de la zone dans laquelle j'étais. Donc, ça tombait quand même assez mal parce que c'était une journée chargée en plus au travail. Il fallait quand même m'évacuer. Hein. Donc, du coup, on m'a évacué en direction du NHC. Et de là, le NHC appelle mon conjoint. Donc, il faut bien savoir que au moment où on appelle mon conjoint, il venait d'arriver sur son lieu de travail il y a quelques minutes. Il pose toujours son téléphone sur son bureau, de sorte à être en vue, mais sans l'avoir à portée de main. Donc là, il voit un numéro un peu bizarre, donc qui était le numéro du NHC, l'appeler. Et là, ça a été du coup, cette fois-ci, sa dégringolade à lui. Sa dégringolade, pourquoi ? Parce que, faut bien imaginer, à l'époque, il avait 27 ans, le milieu hospitalier, c'est... Genre, il y avait jamais mis les pieds. Et là, on l'appelle en disant, écoutez, vous êtes le contact d'urgence de Madame Katzmann. Madame Katzmann Léa, elle vient de faire un arrêt cardiaque sur son lieu de travail. Faut venir. Donc de là, il allait voir son manager ou son N+1. Il lui a expliqué la situation. Il a pu venir sans problème, de ce qu'il m'a dit en tout cas. Et de là, il me semble qu'il a appelé, donc toujours pareil, j'ai pas de souvenir, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Il a appelé ma mère qui, à ce moment-là, était en séminaire, dans le cadre de son travail. Donc absolument pas dans la région.
Ça, je m'en souviens parce que j'ai encore l'image du tableau blanc dans la chambre d'urgence, où dès que je posais une question, il me demandait d'abord si j'avais lu le panneau. C'est parce qu'en fait, comme je me souvenais de rien et que je bouclais constamment, mais en fait, il écrivait, dès que je posais une nouvelle question, il notait la réponse sur le tableau blanc, et dès que je posais une question, il me demandait si j'avais d'abord regardé le tableau blanc, et pour voir que j'essaye de réfléchir par moi-même, et d'essayer de trouver la réponse par moi-même. Spoiler alert, ça ne fonctionnait jamais. Mais ça je m'en souviens, c'était quand même, entre guillemets, la chose qui faisait, et d'essayer quand même de refaire fonctionner le cerveau. Même si ça fonctionnait pas, c'est pas grave. Au moins, on a tenté un truc. Et donc, du coup, finalement, à force de poser des questions, un tableau qui s'emplissait de réponses et encore de réponses. Mais j'arrivais toujours pas à intégrer ce qu'on me disait. Je sais qu'on m'a opéré une première fois, donc opération à cœur ouvert, pour essayer de régler le problème et de refaire partir le cœur greffé dans un état de fonctionnement à peu près normal. Ça n'a pas fonctionné. J'ai fini par faire 2 autres arrêts cardiaques. Donc cette fois-ci, là où la première fois, on n'a pas su combien de temps, et on ne sait d'ailleurs toujours pas combien de temps le premier arrêt cardiaque a duré, parce qu'il faut savoir que j'avais aucun témoin qui m'a vu m'effondrer. Ouais, j'allais dire, du coup, vu que t'es passé par les escaliers, j'imagine qu'il n'y a pas tout le monde qui passe par les escaliers. Alors si, il y a quand même pas mal la problématique, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui empruntent ces escaliers, mais pas non plus tout le temps. J'étais vraiment dans une zone qu'on passe normalement quand on va en pause. Moi, je l'empruntais pour aller à mon bureau, c'était mon chemin pour aller au bureau. Mais normalement, c'est une zone dans laquelle j'ai fait mon arrêt cardiaque, dans le chemin qu'on emprunte pour aller en pause. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait mon arrêt cardiaque, j'étais absolument toute seule dans le couloir. Et à partir du moment où, en fait, quand des gens m'ont trouvé, c'est des gens qui partaient en pause qui m'ont trouvé. Justement, parce que c'est le chemin que... Quand on est dans cette zone-là, c'est le chemin qu'on utilise pour partir en pause. Dès que quelqu'un m'a trouvé, ça a duré 5 minutes de low flow, donc c'est-à-dire de respiration artificielle, quelqu'un qui faisait du bouche à bouche, ou je ne sais pas comment ils ont fait. Mais en tout cas, avant ces 5 minutes-là, on ne sait pas réellement pendant combien de temps j'étais en arrêt cardiaque. Donc une fois la première opération passée, j'ai fini par faire 2 autres arrêts cardiaques, donc ça c'est sur un laps de temps, les 3 arrêts cardiaques c'est sur un laps de temps de 3 jours. Cette fois-ci, on connaît la durée des arrêts cardiaques parce que c'est systématiquement et à chaque fois 30 minutes d'arrêt cardiaque chacun. Donc cette fois-ci, la chance que j'avais, c'était que c'était 2 autres arrêts cardiaques, mais en réanimation. Donc faire un arrêt cardiaque quand on n'est pas à l'hôpital et faire un arrêt cardiaque quand on est déjà en réanimation, c'est pas du tout la même prise en charge. Quand tu dis que les deux suivants, ça a duré 30 minutes, ça veut dire que durant ces 30 minutes-là, ton cœur battait pas, plus du tout. Ils essayaient de le rattraper, enfin de le réanimer, quoi. Chose importante à savoir, c'est qu'au bout du deuxième arrêt cardio-respiratoire, ils ont mis en place une sonde d'électro-entraînement pour essayer de maintenir et de soutenir le cœur greffé le temps qu'il reprenne du poil de la bête. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu un 3e arrêt cardiaque, c'est aussi de 30 minutes à chaque fois. Donc il faut savoir une chose, c'est que quand on fait des arrêts cardiaques, ça entraîne systématiquement des défaillances multi-organiques qui sont sévères. Mais quand on parle de sévérité, on ne parle pas de la petite séquelle, on ne parle pas du « ok, elle a pas tel endroit, oh non, ça, c'est bon, tout va bien ». On parle vraiment de très très grosses séquelles. Les premières séquelles, c'est forcément cérébral. Les séquelles cérébrales, on ne peut pas les évaluer avant au moins 6 mois à distance de l'événement. Ça, ce n'est pas possible. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Le deuxième organe qui forcément est directement touché, mis à part le cœur, est forcément directement touché, c'est les reins. Les reins, l'apport en sang est extrêmement important. Quand on fait un arrêt cardiaque, ça entraîne une défaillance au niveau des reins qui est quasiment fatale. C'est-à-dire que ça entraîne une insuffisance rénale qui est tout de suite très sévère, mais quand on parle de sévérité, on parle de sévérité au point où il faut mettre de suite une dialyse. S'il n'y a pas de dialyse, on s'empoisonne et c'est terminé. Suite à ça, suite aux 3 arrêts cardiaques, ils remettent en place à nouveau la fameuse ECMO, Miss Repetita. De là, forcément, 3 arrêts cardiaques, défaillance multi-organique sévère. Il n'y a pas le choix que de replonger dans le coma. C'est inévitable. Cette fois-ci, on ne parle pas d'un coma artificiel de 15 jours. On parle d'un coma artificiel qui, en tout, a duré 1 mois. 1 mois, et c'est simple, pendant 1 mois, on vient expliquer à l'ensemble de mes proches, donc que ce soit mes parents, mon fiancé, je ne sais pas, mais au moins mes parents, on leur explique clairement que
la situation est extrêmement grave, qu'il n'y a pas le choix que de trouver un autre cœur, qu'il faut s'attendre que ce soit terminé à tout instant, qu'il y a très peu de chances que je survis. Et en fait, ils expliquent que globalement, l'ECMO, normalement, c'est dans la moyenne générale du temps, 3 à 5 jours. Dans mon cas, ils avaient déjà fait une première fois 14 jours. Donc, ils sont au moins allés jusqu'à 14 jours. Arrivé à 14 jours, normalement, ça s'arrête. L'ECMO, c'est fini au bout de 14 jours, normalement. Et là, ils se sont dit, non, on ne peut pas arrêter comme ça. Pas possible. Donc, ils ont continué en croisant les doigts pour que ça tienne le coup. Il faut savoir un truc, c'est qu'à partir du moment où j'étais dans le coma artificiel, donc branché à l'ECMO, dès qu'ils ont branché l'ECMO, c'était pas juste l'ECMO comme en 2011. C'était une ECMO combinée à une dialyse. Mais ça, en non-stop, parce que les reins ne fonctionnaient plus. Ce n'était pas possible. On ne pouvait pas ne pas mettre de dialyse, sinon je m'empoisonnais. Donc de là, chaque semaine, il y avait le corps médical qui discutait entre eux pour savoir s'ils devaient arrêter ou continuer. Donc ouais, c'est quand même d'une violence un peu inouïe. Moi, j'ai pas de souvenir de ça, c'est quelque chose qu'on m'a raconté. Donc je vis plus ou moins bien parce que j'en ai pas souvenir. Mais c'est plus pour l'ensemble de mes proches où c'est extrêmement traumatique. Vient un stade où la situation est tellement dramatique qu'on explique gentiment que, ok, on fait quoi si on trouve pas de cœur ? Parce que dans la situation dans laquelle j'étais, on pouvait pas mettre d'assistance cardiaque autre et simplement me libérer dans la nature, c'était pas possible. Le seul moyen technique, médical, qui faisait que je tenais, corporellement le coup, c'était l'ECMO. Il n'y avait rien d'autre qui existait, il n'y avait rien d'autre qui était possible ou envisageable. C'était soit l'ECMO, soit rien du tout, c'était terminé. Il faut savoir un truc, et là, je pense que j'ai une excellente étoile, un excellent ange gardien, vient du coup la date de la greffe, que je ne peux pas citer, de ce qu'on a dit, donc vers fin juin. La date, donc on m'a trouvé un cœur, exactement le même jour où on aurait dû me débrancher de l'ECMO. Si on me débranchait de l'ECMO, c'était une sédation profonde et mort s'ensuit. Donc j'ai été greffée exactement le même jour où on aurait dû me débrancher. Ça s'est joué à un poil près. Donc de là, un mois de coma, greffé, et s'en est suivi moult complications. Moi, j'ai une question, mais je reviens un peu en arrière, Léa, dans le sens où on n'a pas eu de témoignages de personnes qui ont été réanimées. Moi, je suis curieuse parce que j'avais un défibrillateur, mais j'ai eu la chance de ne jamais en avoir besoin. Et je voulais savoir ce que ça fait, en fait, de passer justement on est mort, on est vivant, ou on est mort, on est vivant, on est mort, on est vivant. Enfin, mort, entre guillemets, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Ça fait partie des souvenirs que j'ai du coup, mais c'est extrêmement flou. Hein. Et là, pour le coup, je pense que je peux faire une dédicace à ma collègue qui s'en souvient très bien, qui je sais pas si elle va en rigoler ou si, au contraire, ça l'a fait un peu grincer des dents. Je me souviens d'avoir dit à ma collègue, après mon deuxième ou trois... Non, du coup, c'était pas le troisième, c'était le deuxième arrêt cardiaque. Au fait, j'ai pas vu de lumière blanche, tout va bien. Donc du coup, dans mon cas, c'était vraiment ça, quoi. C'était, au fait, il n'y a pas de lumière blanche. Alors les gens croiront ce qu'ils veulent, hein. Ça, c'est le souvenir. Moi, j'ai le souvenir d'écrire ce texte à mon collègue. J'ai pas le souvenir de l'arrêt cardiaque en tant que tel. Donc je me dis, si j'ai écrit ça, c'est que j'ai rien vu. Mais de l'autre côté, je le saurais jamais vu que je m'en souviens pas maintenant. Mais du coup, non, je peux le dire. Même que ce soit... Alors déjà, dans mon cas, avant, c'était toujours des arrêts cardiaques extrêmement silencieux. Quand je dis silencieux, c'est comme si maintenant vous endormez et que vous ne vous réveillez jamais. Le après, comme je le disais, le cerveau il est un peu dans un mood erreur 404. Donc concrètement, il a arrêté de raisonner, d'enregistrer. Donc globalement, vous n'allez pas non plus vous souvenir du après. Donc au final, vous n'allez pas avoir du tout conscience. Pour vous, c'est vous avez piqué un somme et ça s'arrête là. Vous n'avez pas conscience de ce qui vient de vous arriver. Et vous n'en aurez tout simplement pas conscience non plus. Après, il faut bien savoir un truc, c'est que dans mon cas, les arrêts cardiaques, et c'est bien noté noir sur blanc sur les comptes rendus médicaux, il y a une décompensation cognitive et neurologique, notamment avec le fameux score de Glasgow. Je ne sais plus à combien j'étais, mais en tout cas, je sais qu'il n'était pas très bien, mon score. Et donc, du coup, ça, c'était jusqu'à qu'on me mette dans le coma artificiel. Hein. Mais ouais, c'était... Le score de Glasgow, concrètement, chez moi, il indiquait très clairement que tu pouvais me poser la question que tu voulais, tu pouvais essayer de faire ce que tu voulais. J'étais ailleurs. J'étais juste pas là. Je pouvais rien déclarer, je pouvais rien faire, rien dire. Pas possible. Donc non, t'as pas de souvenir. Alors du coup, comme on a la maman de Léa avec nous, est-ce que, Christine, tu peux, toi, nous donner ton point de vue de
ce 6 juin 2024, de comment est-ce que tu apprends ce qui arrive à Léa et on va dire du mois, qui suit où il y a toutes ces nouvelles, que Léa vient de nous dire et comment est-ce que toi quels sont tes souvenirs? Toi, tu as été consciente, Léa, elle était pas consciente, mais toi, tu étais consciente et du coup, ouais, avec tes souvenirs à toi, comment ça se C'est passe? ça. Donc en fait, le conjoint de Léa m'a appelé le 6 juin. Au matin, il était 8h30, hein. Et il faut savoir quand même qu'un conjoint ou qu'un beau-fils n'appelle jamais sa belle-mère le matin à 8h30. C'est plutôt chose impossible, hein. Sachant que je l'avais pas tous les 4 matins non plus au téléphone. Donc je me suis dit, oh purée, mon téléphone sonne. J'étais à Reims, en séminaire, en réunion. Et je vois mon téléphone s'allumer, je sors de la salle, je prends mon téléphone, j'ai tout lâché et effectivement, il m'annonce que Léa venait de faire un arrêt cardiaque. Bon, de là s'ensuit, une course-poursuite, hein. Je suis partie de Reims, je suis rentrée à Strasbourg comme je pouvais dans le premier TGV. Je suis arrivée en réanimation, conventionnelle au NHC et Léa était allongée dans son lit tranquillement avec le sourire. Tout allait bien avec son panneau blanc, qui commence à se remplir. Elle était consciente, mais en fait, elle savait pas ce qui s'était passé. Donc, d'où l'importance de ce fameux tableau blanc sur lequel on lui écrivait un peu la chronologie de ce qui s'était passé dans la journée. Ils l'ont gardée, je crois une nuit, un truc comme ça, pas plus, et ils l'ont tout de suite transférée en réa cardiaque. De là, elle nous a fait donc sa première opération, ses 2 arrêts cardiaques, ou ses 3 arrêts cardiaques, c'est 2 arrêts cardiaques. On n'était pas encore très au courant de ce qui se passait. On nous avait dit: «Bon, bah, on va regarder ce qui se passe» et cetera et cetera. Le samedi, je m'étais dit: «C'est bon, elle est en réanimation, elle est gérée, les cardios sont là, tout va bien». Je mets mon téléphone en sourdine, histoire de me reposer un peu. Manque de peau, le samedi matin, je me réveille, qu'est-ce que je vois? Un 0369 et le 0369, c'est le NHC. Quel service, je ne sais pas, mais on m'avait appelé durant la nuit, il était 11h, un truc comme ça. Et de là, on m'a annoncé que je les ai rappelés en urgence le lendemain à 6h du matin. Et de là, on m'a annoncé que Léa venait de faire un arrêt cardiaque avec une réanimation de près d'une demi-heure. Et là, je me suis dit, ça recommence. Ça recommence. Bon, bah, écoutez, on a recommencé. On nous a expliqué, donc là, cette fois-ci, c'était différent que de la première fois, parce que la première fois, Léa avait 11 ans, on n'était pas au courant des faits. Là, cette fois-ci, on nous a expliqué que le moment était très, très, très grave. Donc là, c'était, je dirais même plus compliqué que la première fois. Que Léa était effectivement déjà greffée et que ce serait compliqué et qu'il faut la regreffer une deuxième fois. Que ce serait très compliqué de lui trouver un nouveau cœur, au vu de son contexte, médical antérieur. Qu'elle avait, développé des défenses immunitaires contre son greffon, donc elle n'était pas entre guillemets le bon public pour recevoir à nouveau un nouveau cœur, hein, qu'il y avait d'autres priorités, ce qui était entendable, attention, hein. Mais nous, en tant que parents, on s'est dit: «Purée, qu'est-ce qui va se passer?» Effectivement, pendant les 4 semaines qui ont suivi, il y a eu des dons qui ont été faits, mais où Léa n'était pas prioritaire. Pourquoi? Parce que Léa avait déjà été greffée une fois. Et puis parce qu'il y avait aussi son contexte médical qui venait se rajouter derrière, qui faisait qu'elle n'était pas le bon client à ce moment-là. Et puis au fur et à mesure, naturellement, nous, on a demandé au médecin comment ça allait se passer et moi, en tant que maman, je me vois demander au médecin réanimateur: «Comment vous faites pour laisser partir les patients tranquillement?» C'est pas le rôle d'une mère de demander ça à des médecins, mais je me voyais perdre Léa, en fait. Là, pour clair et net, hein, autant la première fois, non, mais là, je savais que c'était fini. Donc en tant que maman, j'ai annoncé à toute la famille que Léa était dans une situation, extrêmement grave et que du jour au lendemain, on pouvait la perdre. Le plus compliqué pour moi, c'était de demander au médecin s'il savait comment laisser partir ma fille. Effectivement, ils ont des comités, éthiques qui se réunissent pour voir la continuité des traitements, et puis en fait, on était totalement dépendants de ça. Le corps de Léa, est-ce que le corps de Léa allait tenir? Parce qu'il est déjà fatigué par les arrêts cardiaques, par les traitements antérieurs, par la première greffe, plus une dialyse en non-stop. C'était pas la bonne cliente. Mais encore une fois, la médecine et le don a permis de nous rendre une nouvelle fois notre fille, mais c'était franchement pas gagné. Il faut savoir que moi, j'avais quand même préparé ma famille, du côté, allemand, parce que du côté maternel, ils sont tous allemands, et du côté français, à une éventualité que Léa ne revienne plus.
Et là, tu fais ton premier arrêt cardiaque, tu es transféré du coup en réanimation où tu referas 2 autres arrêts cardiaques de 30 minutes chacun. Tu vas au bout du bout de ce qu'on peut te proposer en termes de solution palliative, on va dire, qui est l'ECMO. Tu restes du coup branché dessus 21 jours et tu attends une grève cardiaque, une seconde grève cardiaque pour pouvoir continuer à vivre. En tout, ça fait 1 mois de coma. 21 jours branché à une machine qui prend le relais de ton propre cœur et en parallèle de la dialyse qui prend le relais de tes reins et 2 mois de réa. Est-ce qu'on peut parler du coma artificiel? Le coma, vaste sujet, parce qu'il faut savoir plusieurs choses. C'est qu'un coma est totalement différent d'un coma artificiel. Une personne, généralement, là j'ai parlé en généralité parce qu'on est tous différents. Un coma, les personnes ne va généralement pas être conscient de ce qui l'entoure. Le but d'un coma artificiel, c'est de mettre en pause le corps pour lui permettre d'essayer de récupérer le plus possible. Donc, on peut être plus ou moins conscient durant un coma, donc il y aura des jours où on sera un peu plus réveillé et des jours où on sera profondément endormi. Quoi qu'il en soit, peu importe à quel point on est endormi, donc c'est-à-dire soit très léger, soit très profond, on va continuer de percevoir plus ou moins ce qui nous entoure, que ce soit des sons, que ce soit des sensations. Si on est dans un coma qui est très léger, il peut arriver qu'on ouvre légèrement les yeux, donc on peut avoir un espèce d'aperçu de ce qui nous entoure. Donc il y a tous ces stimuli-là, mais qui sont trop fragmentés pour qu'on arrive à donner un sens à ce qui se passe. Donc de là, le cerveau va essayer de broder un scénario pour expliquer ce qu'il perçoit de l'extérieur et de ce qui entoure. Donc, chose que je peux dire aux personnes qui écoutent, c'est que oui, si vous rentrez dans la pièce d'une personne qui est dans un coma artificiel, la personne peut le percevoir. Si vous lui parlez, elle peut vous entendre. Donc, si on vous dit que ça ne sert à rien, je peux vous le dire d'office, si, ça sert. Bien sûr que ça sert. Et c'est très important. Juste, si je reviens un chouille en arrière, il faut savoir que dans mon cas, on n'a jamais su l'origine des arrêts cardiaques. J'allais parfaitement bien d'un point de vue médical. Pas d'explication médicale, il y a véritablement aucune explication médicale, le pourquoi du comment. Tout le monde y va de sa théorie, on ne saura jamais la vérité. Pour reprendre sur le coma artificiel, je ne sais pas si on vous allez mettre un trigger warning ou quoi que ce soit, mais du coup je vais le faire à l'oral. Ce que je vais raconter peut être extrêmement troublant, extrêmement dérangeant, très trash, mais c'est important pour que les gens se rendent compte de ce qu'on peut vivre durant un coma. Alors, pour donner un peu une idée plus précise de ce qu'est un coma artificiel, j'ai donné l'exemple que je donnais avant en aparté. C'est comme si là, maintenant, tout de suite, en réalité, nous étions tous dans un coma artificiel, mais nous ne le savons absolument pas. C'est-à-dire que si durant votre rêve, durant votre scénario, vous tombez dans les escaliers, vous vous cassez une jambe, vous allez réellement croire que vous êtes tombé dans un escalier et que vous êtes cassé une jambe. Vous allez avoir la douleur de vous être cassé une jambe. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous allez vivre durant votre coma artificiel, vous allez réellement le vivre, même si c'est uniquement de votre tête. Un coma artificiel, vous êtes enfermé dans votre propre esprit, sans pouvoir rien faire. Vous êtes conscient de ce qui vous entoure, mais ce que vous percevez, ce sera transmis d'une certaine façon dans un scénario. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce que la personne est en train de rêver dans son scénario. Ce n'est pas possible. Vous pouvez poser la question à la personne quand elle sera réveillée et capable de vous le raconter. Mais sincèrement, de mon retour, de mon vécu, même si vous êtes curieux, je vous le déconseille. Attendez que la personne soit apte à en parler d'elle-même. C'est le plus simple et le plus délicat, on va dire ça. Donc, sur ce que moi, j'ai rêvé, c'est très particulier, je préviens. J'étais persuadée, dure comme fer, d'être séquestrée, donc forcément contre mon gré, dans un hôpital clandestin, où des médecins pratiquaient un espèce de jeu totalement morbide, où chaque jour, ils tiraient en sorte une carte sur 3. Donc, dans les cartes, il y avait 3 possibilités. Soit c'était petite, moyenne ou grande. Qu'est-ce que ça voulait dire? Du coup, dans mon scénario, c'était un jeu où, en fait, au fur et à mesure des jours, on m'amputait quelque chose. Donc, là où c'était totalement insidieux, c'est que dans mon scénario, je pouvais rien faire pour refuser, pour essayer de me carapater. Donc, j'étais dans tous les cas coincée avec des médecins fous. Dans ma tête, c'était complètement des médecins fous, véritablement.
qui, chaque jour, revenait en disant « Ok, on a pioché petite, moyenne ou grande, qu'est-ce que tu veux du coup ?» On quoi? C'est les orteils, le pied, la jambe? C'est quoi? Tu vois? Et du coup, moi, j'avais pas la possibilité de refuser. Par contre, j'avais la possibilité de choisir. C'est d'autant plus insidieux c'est d'autant plus traumatisant. Je peux vous le garantir. Donc, si jamais vous demandez pourquoi j'avais ce scénario, simplement, j'avais une tétraparésie. Donc, l'explication de pourquoi j'avais ce scénario-là, c'est que je ne sentais plus mon corps, j'étais plus capable de bouger. Donc, mon cerveau n'a pas trouvé d'autre moyen d'expliquer le pourquoi du comment que de faire ce scénario-là. C'est complètement lunaire, mais c'était véritablement. C'est-à-dire que moi, dans mon coma, j'étais persuadée qu'on m'avait amputé les orteils, que j'avais plus mon pied gauche, voire carrément plus ma jambe gauche tout court d'ailleurs. Hein. J'étais persuadée que comme ça, qu'il me manquait je ne sais pas combien de morceaux, parce que chaque jour, on me retire un truc. Ça, c'était vraiment véritablement vécu comme réel dans mon coma. Alors, à savoir un truc, et là, on vient sur un sujet, si j'ai un mot à faire passer au personnel soignant, arrêtez avec la télé, les musiques, mais par pitié, arrêtez. C'est la pire idée que vous pouvez faire. À la rigueur, si vous voulez mettre un peu d'ambiance, un peu de musique, demandez à la famille la playlist de la famille ou du patient. Il faut toujours mettre une bande son connue de la personne. Sinon, vous pouvez être sûr à 100% que la personne va avoir un sérieux blocage sur ce qu'elle va entendre durant le coma. C'est-à-dire, moi, je sais qu'on me mettait tout le temps W9, c'était une calamité. J'ai une musique de Coldplay que je peux plus écouter à cause de ça. J'ai des musiques qui me passaient l'été dernier, je peux plus les écouter non plus. Si maintenant je les écoute maintenant, ça me renvoie entièrement et totalement à ce que je vivais dans mon scénario. Pourquoi ? Parce que en parallèle de ce fameux jeu morbide, alors, il faut quand même savoir que dans mon scénario, il y avait une explication de pourquoi. Hein. Dans mon scénario, vous voyez à peu près le principe de Squid Game, où on gagne une somme d'argent faramineuse. Dans mon scénario, le but de cette équipe soignante totalement tordue, c'était d'arriver au-delà. Donc le jeu durait 30 jours, soit la durée du coma. Ça durait 30 jours, et le but c'était d'arriver au bout sans que le patient meure, au passage. Peu importe combien de morceaux on lui avait retirés, il fallait pas que le patient meure, et si jamais on avait réussi à aller au bout des 30 jours sans que le patient meure, on gagnait une somme d'argent faramineuse. Donc tout était question d'argent dans mon scénario. Et le patient, du coup moi en l'occurrence, on avait un peu rien à carrer s'il manquait des bouts, quoi, dans mon scénario. Faut savoir un autre truc, c'est que durant le scénario, et là on vient sur l'importance des musiques. Des musiques, concrètement, pour moi, en parallèle de ce fameux jeu morbide, j'étais persuadée dur comme fer qu'il y avait tout un tas de personnes qui voulaient impérativement, coûte que coûte, du mal. Donc c'est-à-dire qu'ils essayaient par tous les moyens de me porter préjudice. Que ce soit en essayant de me tuer par X ou Y raison, soit en essayant de me défigurer. Donc pour moi, en fait, tous les jours, constamment, il y avait des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam qui essayaient de rentrer dans ma chambre pour essayer soit de me défigurer, soit essayer de me tuer pour une raison inconnue. Il faut savoir un truc, c'est que quand on sort une personne comme moi qui était extrêmement lourdement médicamentée, avec juste à titre indicatif, l'antalgique le plus léger que j'avais, c'était de la morphine. Et c'était le plus léger. Donc c'est-à-dire que j'avais des choses beaucoup plus lourdes à des beaucoup plus grosses doses. J'étais certes là physiquement, mais ça s'arrêtait là. Donc du coup, quand on réveille une personne qui a ce genre de traitement d'un coma artificiel, on passe dans ce qu'on appelle, c'est pas toujours le cas, mais ça a été mon cas, on passe dans ce qu'on appelle le délirium de réa. Délirium de réanimation, c'est simple, c'est quand on va réveiller la personne, et là, tu as deux possibilités. Soit la personne va mettre un certain temps de redescendre de son nuage scénaristique, soit elle va continuer, mais en étant réveillée. Et là, c'est d'autant plus dangereux. Je veux savoir si le jeu a été inspiré soit des faits extérieurs ou alors carrément des choses que tu avais vues peut-être précédemment dans ta vie. Par exemple, je sais pas si tu joues aux jeux vidéo ou si justement t'aimes bien les films d'horreur ou les trucs comme ça. Mais est-ce que du coup le cerveau a réussi à s'alimenter de ce genre de choses pour justement se créer ce scénario un peu complètement délirant, quoi? Dans tous les cas, le cerveau, l'esprit, la conscience va s'inspirer soit de faits réels qu'il a réellement vécu, soit d'éléments vus durant des séries, durant des films. Dans tous les cas, je ne suis pas film d'horreur. Je ne suis pas une personne qui regarde des films d'horreur. Donc, par contre, ce qui s'est produit, c'est que j'ai pu voir des documentaires type ce qui se passe au Mexique. Donc là, je pense qu'on fait rapidement le lien du pourquoi, du comment.
Le cerveau, en fait, avec sa propre expérience de ce qu'on a pu lui dire, de ce qu'il a pu voir ou expérimenter, va construire un scénario plausible qui explique les stimuli qu'il perçoit de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive sur ce type de scénario dans mon cas. C'est parce que c'est ce qui est justifié le plus, le pourquoi je ne sentais plus certaines parties de mon corps. C'est la seule méthode pour ton cerveau de justifier ce qu'il perçoit, c'est d'inventer un scénario. T'as pas le choix, enfin, il n'y a pas d'autre choix pour expliquer ce qu'il perçoit. Et tu ne peux pas couper une personne de tous les stimuli qu'il va dans tous les cas percevoir. C'est pas possible. Je lis la petite note que j'ai préparée parce que du coup, je ne savais pas non plus que c'était le délirium de réanimation. Et du coup, moi, j'ai trouvé quand même parallèle métaphorique qui parlera peut-être à des gens qui ne sont pas du domaine médical. Donc c'est comme si tu t'imaginais que tu te réveilles dans une pièce que tu connais pas trop, avec des bruits un peu étranges, des gens qui parlent autour de toi, tu sais pas ce qui t'arrive, tu sens que tu es complètement perdu, tu me dis si je me trompe, et tu sais plus où tu es, ni parfois même qui tu es, et si tu rêves ou si c'est vrai. Donc il y a vraiment cette frontière entre la réalité et le rêve qui est pas du tout définie. Et c'est le cerveau qui est complètement brouillé et qu'on peut avoir. C'est comme s'il essaye aussi de se reconnecter à la réalité, mais que comme si on avait un Wi-Fi qui passait pas, quoi, et du coup, ça marche pas. Enfin, la frontière entre les deux, elle est plus là, et du coup, on mélange tout. Alors, c'est un peu plus particulier que ça, parce qu'il faut savoir que quand je suis sortie, alors déjà, de une, je n'ai pas du tout de conscience de quand je suis sortie dans le coma, parce que dans mon cas, j'ai enchaîné coma et délirium de réanimation. Les deux se sont suivis. Là où ça fait une grosse différence, parce qu'il y en a une, c'est qu'un délirium de réanimation peut être provoqué pour multiples raisons. Dans mon cas, comme je le disais, la chose la plus légère que j'avais, c'était de la morphine. On parlait ensuite quand même de kétamine ou de fentanyl, hein. Donc c'est clairement des choses extrêmement lourdes. Et notamment des choses qui ont tendance à provoquer de très 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 grosses hallucinations. Ce qui est particulier, en fait, pour quelqu'un qui passe d'un coma à d'un délirium de réanimation, c'est déjà que de une, on a ensuite le stimuli visuel qui se rajoute aux autres stimuli. Donc il faut bien faire très attention à ce que la personne va voir quand elle va se réveiller. Dans mon cas, manque de peau, le visuel matchait parfaitement avec ce que je sentais et ce que j'entendais. Donc ce qui fait que mon scénario de quand j'étais dans le coma, c'est à continuer quand j'étais dans le délirium de réanimation. Ça change quoi ? Ça change qu'une personne qui est réveillée et qui est en train de délirer, il y a 3 phases dans le délirium de réanimation, donc je vais les expliquer quand même avant de continuer. Il y a la phase hyperactive où la personne va halluciner, que ce soit visuel, auditif, sensation, délire. Ça, c'est la phase la plus visuelle, la plus connue. Il y a ensuite une autre phase, c'est une phase dite hypoactive. Donc ça, c'était l'hyperactive avant. Donc la phase hypoactive, la personne, concrètement, va être complètement apathique. Donc c'est la phase qui passe clairement un peu par-dessus bord, où personne ne va s'en rendre compte. Et il y a une phase mixte, donc on enchaîne les deux. Dans mon cas, j'étais que en phase hyperactive. C'est-à-dire que j'étais activement avec des hallucinations, que ce soit physique, que ce soit visuel, auditif, des délires. J'avais quand même quelques phases de conscience, quelques phases de lucidité de temps en temps, mais c'était vraiment très rare. Mais ces phases de lucidité ne permettaient pas de sortir de mon scénario. C'était pas possible. Ce qui changeait concrètement entre un coma et un délirium, c'est que tout d'un coup, je devenais active pour essayer de me sortir de mon guêpier. Et donc du coup, quand on est en train de délirer et que on voit que enfin, yes, on a enfin une prise sur ce qu'on est en train de délirer, c'est là où ça devient très dangereux. Très dangereux parce qu'il faut bien voir un truc, c'est que il y a des PEF, il y a des cathés, il y a une sonde d'intubation, il y a des diverses autres sondes, hein, simplement. Donc, quelqu'un qui est persuadé d'être retenu contre son gré, séquestré dans un jeu Merlin, qui est persuadé que si elle se sort pas de là, elle va mourir, alors qu'en réalité, non, elle est là pour être soignée. Ouais, mais t'as envie de te barrer, quoi. T'as envie de te barrer coûte que coûte. Donc, dans un délirium de réanimation, on a beau être plongé en plein dans des hallucinations ou dans des délires, le cerveau, c'est bon, il a récupéré parfaitement toutes ses capacités de raisonnement. Même si c'est pas le bon raisonnement, il sait réfléchir. Donc, du coup, je t'inventais des scénarios dignes des grandes séries d'espionnage. Je vais juste replacer un truc bien que tout le monde en ait conscience. J'avais à ce moment une tétraparésie, c'est-à-dire que j'avais une atrophie sévère de l'intégralité des muscles. Ça m'a pas arrêté dans mon délire, hein. Je me suis désintubée de moi-même parce que, ok, j'étais intubée, mais pour moi, si je voulais me barrer d'où j'étais, il fallait déjà passer par retirer tout ce que j'avais. Donc, l'atrophie sévère, ça ne m'a pas arrêté pour un sou, hein. Ça m'a pris toute la nuit, mais j'y suis arrivée. Donc, pendant toute la nuit, à essayer de me désintuber, j'ai fini par y arriver.
Spoiler alert, c'était la pire idée, hein. Si j'étais intubée, c'est qu'il y avait une raison. Les cathés, les perfs, je sais pas si j'ai réussi à les arracher, j'en ai aucune idée. Donc de là, comme j'arrêtais pas de tout m'arracher pour essayer de me barrer, ils m'ont mis des contentions en mousse. Donc faut toujours bien entendre un truc, c'est que pour moi, c'était des médecins qui continuent leur jeu morbide, hein. Donc ils étaient pas de mon côté par extension. Il y a encore été si, mais dans ma tête, c'était pas le cas. Donc du coup, je me suis dit, mais attends, on se moque de moi, genre pourquoi maintenant de ma tâche? Pas possible. Donc, juste, je le dis au personnel soignant, une personne qui est hyper laxe et qui a une atrophie sévère, vous avez beau lui mettre des menottes en mousse, il arrivera à se les enlever. Peu importe. Donc, vous trouvez une autre méthode. Mais les menottes en mousse, ça marche pas. Donc, comme je viens de le dire, les menottes en mousse, j'arrivais à m'en libérer. Alors, je sais pas combien de fois je m'en suis libérée, mais j'ai réussi à m'en libérer. À titre indicatif, j'ai essayé de convaincre ma mère que j'avais une bombe planquée dans le plafond. Et je prenais le compteur de la dialyse comme étant le compte à rebours de la bombe. Donc j'étais vraiment persuadée d'avoir une bombe cachée dans le plafond de ma chambre de réanimation, hein. Mais quand je dis que j'en étais persuadée dur comme fer. J'ai essayé d'expliquer à mon conjoint que j'étais en réalité dans une boucherie et qu'on essayait de me découper. Et là, je vais juste attaquer un sujet qui peut être vachement touchy. On apprend au personnel soignant durant leurs études que quand une personne délire, de rentrer dans le délire. Je le dis, c'est une très très mauvaise idée. Mais véritablement, vous pouvez pas faire pire. Entre ça et la télé, c'est le pire combo, hein, véritablement. Pourquoi ? Parce que comme le personnel soignant rentrait dans mes délires, donc du coup, ça veut dire que pour moi, ils étaient nécessairement contre moi, contre mon bien-être. Comme ils rentraient dans mon délire, c'est-à-dire que pour moi, genre, ils allaient rentrer pour m'annoncer si c'était une petite, moyenne ou grande partie. Alors que pas du tout, hein, c'est juste qu'elle changeait ses perfs, elle changeait ses trucs, mais absolument pas. Mais du coup, comme elle rentrait dans mes délires, je les percevais comme ennemis. Et comme ils communiquaient pas là-dessus, sur ce sujet avec mes proches qui essayaient de me raisonner en disant non, mais là, t'es pas dans ton truc, t'es au NHC, t'es en réanimation, on essaie de te soigner, tout va bien. Comme ce que mes proches me disaient ne matchait absolument pas avec ce que le personnel soignant expliquait, ça faisait que par extension, mes proches les percevaient aussi comme contre moi. Parce que pour moi, ils me mentaient délibérément pour que je reste où j'étais. C'est complètement tordu, mais c'est la vérité. Et malheureusement, c'est les seuls souvenirs tangibles que j'ai de cette période. Je n'ai aucun autre souvenir, en fait. Si ton scénario n'était pas du tout dans un hôpital ou avec des médecins ou autre, si ça avait été, je sais pas, en pleine savane avec des animaux ou des braconneurs ou je sais pas quoi, est-ce que est-ce que le cerveau, tu penses, il aurait pu continuer le délire ou pas? Parce que là, effectivement, t'es vraiment médecin, hôpital, et si ça avait été ailleurs, est-ce que tu penses que ça aurait pu être autrement ou pas? Ça n'aurait rien changé, ça aurait continué. Ça aurait continué parce que les médicaments sont tellement puissants que même si tu perçois le fait d'être dans une chambre, ton cerveau va construire tout un truc pour expliquer pourquoi ta chambre se situe en plein milieu de la savane. Genre, si je parle de mon expérience de mon coma artificiel de 2011, j'étais persuadée, dur comme fer, mais quand je dis dur comme fer, j'y croyais véritablement, que ma chambre d'hôpital de réanimation était sur un yacht à Monaco. Et en fait, je comprenais pas comment mes parents pouvaient faire le trajet Alsace-Monaco tous les jours. C'était pas logique. En fait, les médicaments sont tellement puissants, sont tellement violents, que le cerveau va dans tous les cas trouver une solution à ce qu'il est en train d'halluciner. Il va toujours trouver un espèce de chemin dérobé. Est-ce que de savoir si le personnel soignant, est-ce qu'il vous avait prévenu de la sortie du coma artificiel, de comment ça pouvait se passer? Est-ce que vous vous attendiez à ce que Léa réagisse comme elle l'a fait? Et comment est-ce que vous avez réagi quand elle vous racontait ce qui se passait pour elle, où elle se situait, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle devait être, je pense, en détresse. Et en tant que parent, on a envie d'aider son enfant. Et comment est-ce qu'on fait? En fait, on s'en aperçoit pas du tout. Léa était enfermée dans son corps et nous, on voyait que ça n'allait pas. Elle nous montrait des trucs au plafond, mais c'était dans sa tête, en fait, elle nous parlait. Elle nous montrait juste avec ses yeux quelque chose au plafond. Donc, on regardait le plafond, on avait un plafond blanc. Il y avait rien. Donc, Léa était vraiment enfermée dans son esprit. Et nous, au niveau personnel soignant, ils n'y captaient pas non plus le truc puisqu'elle était bien dans son lit. Il n'y a que Léa qui vivait sa sale histoire, hein. Là, moi, j'apprends seulement maintenant ce qu'elle vivait.
Donc on ne pouvait pas du tout savoir ce qu'elle était en train de vivre à l'instant T. La seule chose qu'on savait que c'était qu'elle était, franchement sous médicaments à haute dose. Ça, c'est clair que de toute façon, il fallait qu'elle fasse un sevrage et que ce sevrage-là, comme, toute personne droguée, à mon avis, la descente, elle est rude et compliquée, mais on ne peut pas se mettre à leur place. Impossible. Et ni les personnels soignants et ni nous parents, on n'y a vu rien du tout. Dans la détresse dans laquelle elle était, du coup, vous avez pas pu la rassurer, quoi, ou lui dire: «Non, écoute, Pas c'est du pas ça du tout». pas du tout, Ouais, pas c'est du ça. tout, parce que de toute façon, on regardait le plafond, on voyait qu'il y avait rien. Léa me demandait effectivement de couvrir, sa dialyse, parce qu'il y avait une petite lumière verte dessus qui la dérangeait, donc le fait de la couvrir, peut-être qu'elle voyait plus le compteur. Il y avait des petites choses comme ça, mais on pouvait pas savoir. Qu'elle imaginait que la dialyse était un compteur et qu'au plafond, il y avait une bombe alors qu'il était parfaitement blanc. Voilà, on n'était pas du tout dans son délire. Maintenant, nous, en tant que parents, il y a un moment donné, ça énerve de voir, sa fille en train de chouiner, et c'est la vérité. Donc on se disait, moi je me disais plus, peut-être elle est en train de baisser les bras, elle a plus envie, elle est fatiguée, et cetera, et cetera. Donc c'est plutôt ça que moi je pensais. Du coup, je reviens juste sur un sujet. Comme vient de le dire ma mère, c'est qu'eux, ils avaient absolument aucune conscience de ça. Le délirium de réanimation, donc le coma c'était 1 mois, le délirium de réanimation c'était 1 mois également. Il faut savoir que le délirium de réanimation, il y a une grosse phase où les médicaments ont continué durant le délirium de réanimation. Et en fait, à force d'essayer de trouver des stratégies, parce que pour dire à peu près les stratégies que j'innovais, que j'inventais, je trouvais toujours un moyen, malgré tout, d'essayer de shipper un téléphone ou d'avoir un téléphone pour essayer d'appeler les secours, le 17, enfin, peu importe le numéro d'urgence. Et je crois que de mémoire, je crois que ça a vachement énervé les personnels soignants. Mais dans ma tête, c'était parfaitement logique, mais c'était que pour moi que c'était logique. Et après le délirium de réanimation, il peut continuer parce que quand vient le stade où on s'auto-désintube pour essayer de se sortir de cette galère, les personnels médicaux, ils se disent quand même à un moment donné, ok, il y a un problème, il faut qu'on arrête les médicaments en fait, parce que là, c'est pas possible. Donc ils arrêtent tout sauf la morphine. Donc c'était vraiment le choix de, ok, est-ce qu'on la laisse dans son délire coûte que coûte, ou est-ce qu'il vaut mieux la laisser avoir mal, mais qu'elle redescende sur le planète Terre? Ça, c'était un sacré dilemme pour eux. Ils ont vite fait le choix de se dire, ok, vaut mieux qu'elle ait mal et qu'elle soit les pieds sur terre que de la laisser dans son délire, parce que là, ça devient véritablement dangereux, en fait. Et c'est passé combien de temps jusqu'à, peut-être que tu sais pas, mais en fin de compte, jusqu'à ce qu'ils réalisent que t'étais plus là, quoi. Enfin, que t'étais dans ton délire. Quand on passe une nuit complète à se désintuber, tu te dis qu'il y a quand même véritablement un problème. Enfin, ils ont pris combien de temps à réaliser ça, en fait? Tu sais pas, je pense, hein? Juste après la greffe. Il fallait te faire descendre. Ou t'étais coincée dans ce truc de je délire et aidez-moi, quoi. Ouais, alors j'ai pas forcément la temporalité, mais globalement, il faut quand même savoir que pour ma mère, ça devait être 15 jours, enfin du coup sans doute, mais pour moi, ça me paraissait 1 mois, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas la temporalité des choses, c'est-à-dire que dans mon esprit, c'était 2 mois en tout. Alors qu'en réalité, c'était 1 mois et demi, du coup. Ça a eu tout le mois de juin, voire jusqu'à début. Alors ça, je le sais parce que je l'ai lu dans les comptes rendus. Le coma a duré plus ou moins jusqu'au 6 ou 7 juillet, environ. Et c'est au-delà du 6-7 juillet, donc ça, je l'avais lu dans les comptes rendus, j'avais posé la question pour savoir véritablement combien de temps le coma avait duré. Les médecins, en fouillant dans les documents, ont vu que c'était aussi 7 juillet qu'ils m'ont sorti du coma. Donc ça, je le sais parce qu'on me l'a dit, mais je le sais pas parce que j'en ai eu conscience. Et s'en est suivi, du coup, le fameux délirium de réanimation. Quand je parle du délirium de réanimation, je ne parle pas du sevrage des médicaments. Ça, c'est encore autre chose. Le sevrage des médicaments, alors la grosse différence, c'est que du coup, on est quand même largement plus lucide que quand on est dans un délirium, mais on continue quand même d'avoir des hallucinations qui peuvent être très violentes. Et donc du coup, là, on va rentrer dans une sorte de véritable détresse à tous les niveaux, littéralement. Parce qu'on est quand même... On passe quand même d'un truc où faut sevrer de l'oxygène, faut sevrer de médicaments, parce que oui, on peut aussi avoir, je dirais que c'est pas une addiction, mais faut sevrer l'oxygène, parce qu'on a quand même passé 1 mois et demi sous oxygène, donc on est dépendant d'un truc, et de temps en temps, il faut quand même maintenant lever les doses pour essayer de se séparer de cet oxygène. Les doses de médicaments, ça, c'est forcément, ça va provoquer, le sevrage provoque des douleurs, donc du coup,
des douleurs fantômes, hein, mais pas des véritables douleurs, mais des douleurs fantômes qui sont quand même... On a l'impression d'avoir mal alors que tout va bien. Mais ça, les personnels soignants savent faire la différence. Donc ça, c'est bien. Donc ils savent gérer ce type de problème. Et simplement, pour l'oxygène, en fait, il fallait simplement descendre, entre guillemets, le débit, sans me le dire qu'on avait descendu le débit. Parce que si vous me disiez qu'on a descendu le débit, ça allait pas du tout. Donc en fait, quand je demandais si on avait descendu le débit, on me disait non, on n'a rien descendu du tout. Alors qu'en réalité, ils avaient bien descendu d'1 litre. Moi, j'ai une autre question parce que du coup, à partir du 6 juin, quand tu fais ton premier arrêt cardiaque, il y a toute cette longue phase, il y a le délirium qui suit le réveil du coma. Quand est-ce que toi, tu reprends conscience et quand est-ce qu'on te dit qu'en fait, parce que tu n'avais pas conscience que tu avais fait un arrêt cardiaque vu que tu as perdu connaissance et ça s'arrêtait là, ton cerveau n'a pas conscientisé cette chose-là, ni tout ce qui a suivi. Quand est-ce que tu prends conscience des événements qui sont vraiment arrivés? Et parce qu'entre-temps, tu as quand même eu, encore une fois, une grève. Donc ça, il faut aussi l'annonce de tous ces événements qui sont passés, quoi. Alors, il faut savoir que je pense qu'on a dû essayer de me le dire ou me le dire. Mais comme il y a le délirium de réanimation, on a beau expliquer et dire les choses, on ne l'intègre pas. Donc, quand on m'a sorti de là, il faut savoir que tout le mois d'août, pour moi, c'est un blackout gigantesque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là où j'ai continué de nouveau à enregistrer véritablement ce qui se passait, c'est quand je suis arrivée en rééducation à Clémenceau. Là, j'ai recommencé de nouveau à enregistrer les choses, et donc du coup est venue la lecture de tous les comptes rendus que j'avais à ma disposition pour essayer de remettre un ordre chronologique. C'était la seule façon d'essayer de récupérer les souvenirs qui me manquaient. Qu'est-ce que ça fait d'être, en fin de compte, une si jeune fille et d'avoir autant de trous dans sa vie? Question pertinente. Pendant un temps, ça va être la recherche absolument impérative d'essayer de récupérer ce souvenir. C'est un peu comme les 7 phases du deuil, c'est à peu près ça. On va passer par différents états, et au final, on va vite se rendre compte qu'au final, ça sert à rien de fouiller. De toute façon, ce qui s'est passé, c'est passé. Ça va pas nous aider à avancer. Donc, faut juste faire avec les trous qu'on a, quoi. Ils sont là, ils sont présents. Tu pourras faire ce que tu veux, ça restera des trous. Vu que tu étais longtemps dans le coma, que tu délirais et tout ça, et aussi la tétrapyramidale, enfin le syndrome, du coup, comment est-ce que est-ce qu'on arrive à marcher? Après, est-ce qu'on arrive à parler? Bon, après, j'imagine que tu as su lire vu que tu as lu les comptes rendus, mais est-ce qu'il y a de la rééducation aussi ou pas? Alors, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est aussi un vaste sujet. C'est un vaste, vaste sujet. Il faut savoir une chose, c'est que moi, dans les souvenirs, comme je l'ai expliqué avant, durant les déliriums de réanimation, j'avais quelques phases de lucidité. Donc, durant ces quelques phases de lucidité, j'arrivais de nouveau à reconnecter à peu près. J'ai un souvenir extrêmement clair des médecins de cardiologie qui me disaient, vous voyez un peu comme dans la Bible, on disait lève-toi et marche. Bah, c'était à peu près ça. Moi, on m'a pas dit lève-toi et marche, on m'a dit va faire du sport et t'inquiète, ça ira. Je viens de faire 3 arrêts cardiaques, dont 2 de 30 minutes. Le premier, on n'a aucune idée. Je sens plus mes jambes, je sens plus mes bras, je sens plus globalement mon corps. Je suis coincée dans un lit. Juste me lever, c'est une galère sans nom. Enfin, me lever, me redresser en position assise plutôt. On essaie de me faire pédaler, ça ne fonctionne pas. Il a fallu que j'arrive à Clémenceau et que Clémenceau fasse des tests, donc véritablement des tests de rééducation, pour que Clémenceau, les kinés de Clémenceau, se disent « Oh purée, ouais, non, il y a véritablement un problème. C'est pas musculaire là, c'est neurologique. » Je pense que leur piste de base aux médecins, c'était de se dire t'as passé 2 mois à liter, tes muscles ils ont pas bougé, ils sont juste trop faibles pour te porter, enfin pour te soutenir, enfin bref, il faut remuscler et ça ira. Ils sont partis sur cette piste-là, au lieu d'explorer autre chose, qui est de se dire ton cerveau a sûrement été en souffrance pendant un temps à cause notamment, peut-être pas que, mais notamment des arrêts cardiaques qui font que y a une anoxie, donc un manque d'oxygène au niveau du cerveau, et ça peut avoir des répercussions sur le cerveau qui commande le reste du corps. C'est ça. Et à Clémenceau, ils se disent... Clémenceau, ils font d'autres tests qu'ils n'ont pas pu faire en fait au NHC. Et en fait, en faisant ces autres tests, ils se rendent vite compte que... Alors oui, il y a le problème musculaire. Comme je suis restée quand même 3 mois du coup en tout à l'IT. 3 mois, 2 mois de réanimation, 1 mois de soins intensifs. Donc le mois de soins intensifs, c'est celui-là qui est complètement passé à la trappe, je n'en ai pas souvenir. Durant ce mois-là, on essaie de me redresser, donc notamment les kinés, en faisant un peu une méthode de câlin, ou alors avec le soulève malade,
Bref, on essaie un peu diverses techniques. Ça marchait pas, globalement. Ça marchait pas, on essayait de me faire pédaler, ça fonctionnait pas, c'était compliqué, quoi. Et donc, du coup, Clémenceau, on me fait les divers tests. On se rend compte que oui, il y a un problème musculaire, mais qu'il n'y a pas que un problème musculaire, et qu'il s'agit, en fait, maintenant d'explorer. Mais comme je le disais au tout démarrage, c'est que, en fait, pour l'évaluation des séquelles, notamment les séquelles cérébrales, après des arrêts cardiaques, c'est 6 mois après. On peut pas faire ça avant. Faut bien entendre un truc, c'est qu'à ce stade, on a même des médecins rééducateurs du service de Clémenceau Neuro, voire des médecins rééducateurs de l'étage du dessous des cardios qui s'occupent aussi de tout ce qui est AVC, traumatisme crânien et ainsi de suite, qui passent me voir et qui eux-mêmes disent « Ah non, non, il n'y a pas de problème ». Sauf que si, il y avait véritablement un problème. C'est juste qu'il n'y a pas d'exploration qui a été faite. Donc, se passe toute la rééducation à Clémenceau. On arrive plus ou moins à me lever. Sincèrement, je ressemblais plus à un pingouin bourré qu'autre chose. Désolée de l'image, mais c'est l'image la plus parlante. Vous imaginez un pingouin, maintenant vous imaginez un pingouin qui a un peu trop bu, ça donnait à peu près ça. Il y avait beaucoup de chutes. Il y a un moment où, au bout de 2 mois de Clémenceau, j'en ai absolument marre de Clémenceau. Donc je leur dis, écoutez, vous êtes bien sympa, mais moi à un moment donné, je rentre en fait. Donc je suis rentrée. De là, on m'avait mis un rendez-vous pour faire un EMG au niveau des jambes. Donc là, c'était le premier examen exploratoire. En faisant cet EMG, ils se rendent compte que, bah oui, effectivement, il y a des problèmes neurologiques au niveau des nerfs périphériques des 2 jambes. Donc de là, on me dit, le discours change, dit, oui, effectivement, tu as des problèmes neurologiques qui sont très probablement dus aux curares qui ont été injectés durant le coma, à ton alitement. T'inquiète, au bout dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va passer, tu vas marcher, c'est un peu Moïse, lève-toi et marche. Enfin, c'est un peu la Bible, quoi. Et je me dis, mais faut bien entendre, je suis dans un fauteuil roulant. Je peux à peine me redresser, et toi, tu m'annonces que dans 2 ans, je vais remarcher. C'était totalement lunaire pour moi. Dans ma tête, je me voyais faire toute ma vie dans un fauteuil. Donc, c'était pas possible. On me dit, oui, alors, ton problème vient sans doute d'un... Alors, soit c'est les curares, soit c'est ton alitement, mais ça peut aussi être éventuellement des nerfs qui sont coincés dans les vertèbres des lombaires. Donc, on va te faire un IRM lombaire. Pas de souci. Je crois que j'ai d'excellentes vertèbres, tout va bien. Malgré une maladie chronique de spondylarthrite, je crois que j'ai jamais eu d'aussi belles vertèbres. Tout va bien. Ça ne venait pas de là. C'était effectivement les curares. Mais on sentait que malgré ça, qu'il y avait quand même des sacrés couacs. Donc, de là, on a fait un IRM cérébral. Là, c'était un peu risible. L'IRM cérébral, c'est simple, a vu une séquelle préfrontale gauche. C'est une séquelle qui est d'ordre anoxo-ischémique. Plein de séquelles qu'ils ont qualifiées d'innombrables, en fait, sur le compte-rendu. C'est vraiment le terme employé sur le compte-rendu. Ça veut dire qu'en gros, quand tu passes l'IRM du coup cérébral, ils voient qu'il y a plein de foyers qui sont pas d'allure, on va dire, normale, qu'il y a quelque chose plein de points qui devraient pas être présents et qui le sont chez toi, c'est ça? Et du coup, ils arrivent à te dire pourquoi? Alors ça, il faut bien entendre, c'est que quand je dis le compte-rendu, c'est un compte-rendu qui a été fait par des radiologues qui ne sont pas neurologues. Donc le neurologue, de là, je me dis, ok, je viens de faire un IRM. Le neurologue qui m'a suivi pour faire le MG, j'arrive pas à reprendre rendez-vous avec lui. Donc je retourne chez un autre neurologue que je connaissais déjà. Donc j'y vais avec le disque, donc avec les images, tous les comptes rendus. Je m'étais amusée à faire 2 classeurs pour stocker par ordre chronologique tous les documents depuis le 6 juin. Donc il avait vraiment matière sur quoi travailler. Et là, donc là, on parle, quand je dis ça, on se situe au mois de mars cette année, 2025. De là, il regarde les images. Il n'a même pas eu besoin de parler des séquelles préfrontales gauche. Il me dit, mais Madame Kutzmann, en fait, vous avez une séquelle bilatérale au noyau gris centraux. Je fais, ok, c'est bien, c'est chinois, mais du coup, ça veut dire quoi concrètement? C'est bien beau de m'annoncer que j'ai un problème au noyau gris centraux, mais en français, ça donne quoi? Donc, il fait ses divers tests, notamment les tests de spasticité. Donc, raideur musculaire, ça donne un petit effet assez particulier. Si vous regardez sous Google, c'est très parlant. Alors, c'est pas aussi sévère chez moi, mais malgré tout, je l'ai. Il teste les réflexes, et en fait, avec une combinaison de paramètres testés, plus les images de l'IRM qui trouvent cette séquelle des 2 côtés sur les noyaux gris centraux, ça donne un syndrome tétrapyramidal. Et là, vous allez me dire, ok, c'est bien ce que tu racontes, mais c'est quoi un syndrome tétrapyramidal? Un syndrome tétrapyramidal, pour la faire courte, c'est un défaut de fonctionnement des mouvements volontaires. Donc, vous me regardez marcher, vous n'allez pas forcément savoir où est le problème, ou même si j'ai un problème, vous allez probablement vous dire que je n'ai pas de problème. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais en réalité, il y a bien un problème.
Ça va être, dans mon cas, pour donner des exemples concrets, des genoux qui partent en récuratum, donc en hyperextension. Ça va être des genoux qui lâchent, qui du coup entraînent des chutes. Ça va être, dans les complications du quotidien, ça va être des grosses difficultés pour descendre des escaliers s'il n'y a pas de rembarre. Mais on vient compenser, compenser par diverses méthodes et moyens. Ça va être aussi les mains, ça va être beaucoup plus de tremblements qu'une simple personne sous médicaments. Ça va être un manque de force dans le bout des doigts. Ça va être ce type de problème. Si je devais donner une analogie, je dirais c'est comme si maintenant vous avez un faux contact avec un appareil électronique. C'est à peu près le même principe. Si à un moment donné, avec tout ce que tu as traversé, parce que moi je trouve qu'il y a quand même plein de moments où je me dis, c'est quand même traumatisant. J'utilise le mot traumatique, mais vraiment je trouve que c'est traumatisant. Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'a demandé comment est-ce que tu allais psychiquement parlant? Oui, alors ça, c'est aussi un vrai sujet. C'est que durant la réanimation et il me semble au mois d'août, donc pendant les soins intensifs, il y a effectivement des psychologues et des psychiatres qui sont intervenus, qui sont venus. Mais au mois de juillet, comme dit, je pouvais pas forcément parler, donc ça va être compliqué d'expliquer ce que moi je percevais. Il faut bien entendre que pour moi, toutes les blouses blanches au mois de juillet, c'était par définition mes ennemis. Donc forcément que j'allais pas parler. C'était pas possible. Malgré tout, du coup, ils avaient mis en place des traitements pour essayer de me calmer. Traitements qui fonctionnaient pas réellement, concrètement, parce que c'était pas là le problème. Mais à partir du moment où on sort de l'hôpital, c'est simple, il le suivi est arrêté. Donc c'est-à-dire qu'on largue dans la nature comme ça, comme si tout allait bien. Donc de la méthode numéro 1, c'est de se dire, ok, on va laisser le temps au temps, ça va passer. Spoiler alert, non, ça ne passe pas. On peut pas faire passer un truc qu'on a vécu comme vrai, même si ce n'est pas vrai. Comme ça, on a un claquement de doigts, ça ne marche pas. J'ai fini par simplement contacter, dire au fait, il y a ce problème-là, j'ai toujours des souvenirs, c'est toujours problématique pour moi pour m'endormir, il y a toujours des déclencheurs, c'est compliqué. Donc du coup, de là, ils m'ont dit, ok, faudrait peut-être recontacter. Donc oui, pas de souci, on va recontacter. Sauf que entre-temps, je suis retournée à Clémenceau une deuxième reprise pour continuer la rééducation. Et là, il y avait de nouveau un médecin en psychiatrie qui, certes, n'est peut-être pas spécialisé en psychotrauma, mais qui a déjà de très bonnes bases et qui est habitué à ce genre de récit. Et donc du coup, de là, je lui ai tout raconté de A à Z. Et il m'a dit, mais Madame Katzmann, vous avez ce qu'on appelle un trouble du stress post-traumatique complexe. Donc, sauf que dans mon cas, en fait, il venait de se passer au moins une bonne dizaine de mois, si ce n'est 11 mois. Et il m'expliquait que quand on a ce genre de trouble, ce genre de stress post-traumatique, plus on laisse passer du temps et plus du temps va s'écouler, plus ça va empirer. Ça va que aller en s'empirant. Faut pas laisser traîner ça. Donc, il met en place simplement... Alors déjà, il me dit, ok, mais maintenant, il faut prendre un relais en ville pour continuer à traiter cette fois-ci avec des thérapies, de l'EMDR ou ce genre de choses, pour aider. Mais il y a aussi simplement des médicaments qu'on peut donner qui permettent de traiter des cauchemars traumatiques. C'est efficace et en plus de ça, c'est cardioprotecteur parce que c'est un anti-hypertenseur. Donc, double combo, on va dire. Moi, ça m'aide à dormir et de l'autre côté, ça protège le cœur. Donc, l'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal. Mais oui, non, effectivement, il y a ce point de vue-là qui est très peu pris en compte par le corps médical durant la phase de réanimation et de soins intensifs. Quand on sort d'un coma et qu'on sort d'un délirium de réanimation, ils disent pas qu'il faut continuer à mettre en place un suivi. Ils n'ont pas ce réflexe. Enfin, super important d'en parler que voilà, rien que juste du coma artificiel, par exemple, même si toi, tu as accumulé avec d'autres choses qui pouvaient être traumatiques en plus, mais je pense que ça peut tout à fait mener à un syndrome de stress post-traumatique, même simple, sans qu'il soit complexe comme pour toi. Mais, et du coup, pourquoi pas automatiser une prise en charge psy pour voir si la personne en a besoin ou pas. Je dirais même, au lieu d'automatiser un suivi psy qui est essentiel, c'est pas forcément que psychologique avec un psychologue, c'est aussi avec un psychiatre. Et le psychiatre, faut pas le voir comme un espèce de gremlins qui vient nous embêter. Il est vraiment là pour aider, il va pas vous prendre pour des fous, il est là pour aider. Faut bien l'entendre et le comprendre surtout. Parce que beaucoup de personnes, déjà, voir un psychologue, ils se disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ?» Non, il va juste discuter avec vous. Un psychiatre va véritablement pouvoir apporter une aide et des solutions pour régler une problématique. Faut pas le voir comme je disais, comme un gremlins qui est là pour embêter. Non. Et c'est bien aussi que tu le dises et que tu partages ton expérience là-dessus. Et je terminerai en te demandant, aujourd'hui Léa, comment tu vas?
Où en es-tu physiquement, psychologiquement si tu as envie d'en parler, émotionnellement, enfin sur tous les plans? De façon globale, comme je le disais au tout démarrage de ce podcast, c'est qu'il y a littéralement toute ma vie qui est partie en vrille. J'étais motarde, je peux plus faire de moto. Ça, c'est pour des questions d'abord techniques et ensuite médicamenteuses. Et en fait, il s'agit maintenant de remettre l'intégralité de sa vie sur les rails, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est un travail qui est faramineux, qui demande une énergie pas possible, qui engendre un stress pas possible. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement long à faire. Bah, du coup, merci pour ton honnêteté et de préciser que, voilà, on s'en remet pas comme ça, en se disant que, voilà, on met tout sous le tapis et puis on fait comme si de rien n'était. Donc, merci pour ça. Et moi, vu que je te connais déjà un petit peu, moi, j'aimerais bien que tu nous partages un peu tes projets futurs et tes envies, tes rêves que tu as envie de concrétiser. Quand on a l'intégralité de sa vie qui est partie en vrille, ça peut paraître idiot, ça peut paraître pessimiste ce que je dis, mais par définition, on n'a pas de rêve. La seule volonté, c'est de remettre sa vie sur les rails, en fait. Ou du moins d'essayer de s'en rapprocher le plus possible et de faire en sorte de finir la rééducation, de tout remettre tout remettre en route, en fait. Donc reprendre un travail, essayer de tout le bazar administratif que ça a pu engendrer, essayer de le régler. Ça, je le dis, mais j'ai fini par le déléguer intégralement parce que je ne pouvais pas. C'était une charge de stress qui était beaucoup trop énorme pour pouvoir m'en charger moi-même. Donc j'ai fait le choix de payer des personnes qui gèrent ça pour moi, parce que c'était pas possible. Je ne pouvais pas, et je ne peux d'ailleurs toujours pas, gérer à la fois ma santé, à la fois l'aspect mental, psychologique, et le bazar administratif que ça engendrait. C'est juste pas possible. Donc du coup, je dirais simplement en tant que rêve et aspiration, essayer de tout remettre en ordre le plus possible. Je sais que je pourrais peut-être remonter sur une moto, oui, mais en tant que passagère, peut-être pas en tant que conductrice. Peut-être pas en tant que pilote, simplement revoyager. Ouais. Déménager, faire mes projets. Enfin, je rigole, mais faire mes projets avec mon conjoint, qui du coup maintenant est mon fiancé. Ça d'ailleurs, c'est quand même chapeau bas. Au mois de juillet, alors que j'étais en plein diagramme de réanimation, j'ai quand même réussi à organiser, avec l'aide de ma mère, l'intégralité de mes fiançailles, de la demande de fiançailles que je voulais faire. Hein. Alors que j'étais à milieu mentalement, quoi. Donc j'ai fini par organiser ses fiançailles, qui se sont bien déroulées. Il a dit oui. Important à le noter. Ouais, donc du coup, comme quoi, même sous morphine, kétamine ou fentanyl, on arrive encore à organiser des fiançailles. Ça, je m'en rappelle aussi. Et puis, tu peux dire que tu es aussi dans l'association, ce que tu fais. Alors, je suis dans l'association Draw Your Fight en tant que référente en cancérologie. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en place, donc déjà créer des fiches informatives. Donc, il n'y a pas que des fiches informatives. On va également créer, c'est d'ailleurs en cours de route, des livrets qu'on va pouvoir mettre à disposition durant des congrès. Merci, j'ai oublié le terme. Donc, toutes les fiches sont retrouvables sur le site internet. Ça va être également de participer à des congrès. Donc, notamment, j'étais au congrès de rhumatologie avec une autre référente. Ça peut être participer à des webinaires également sur du coup nos thématiques propres. Actuellement, j'ai le rôle de référente en cancérologie. Concrètement, au vu de mon parcours, j'aide sur un peu tous les pôles du coup. Ouais, et je précise que Léa, elle a aussi fait les fiches pour la greffe et là, elle est en train de travailler pour la greffe et la grossesse. Exact. C'est une fiche qui va être très longue à rédiger, à mettre en place, pour le simple et bonne raison que dans cette fiche, on n'aborde pas que les grossesses chez les greffés cardiaques, on aborde le thème de la grossesse chez l'ensemble des greffés. Donc ça peut être pulmonaire, rénal, hépatique, peu importe. On aborde vraiment tous les points. Important à préciser, l'intégralité des fiches sont dans tous les cas relues, si possible également relues par un médecin. Elles sont sourcées, référencées. Donc toutes les infos que vous trouvez dans les fiches sont globalement largement vérifiées. Et quel est le message que tu aimerais faire passer à tous les patients ou jeunes de ton parcours que tu as vécu? Je dirais que même au fond du gouffre, il y a toujours de l'espoir. Même, il ne faut jamais lâcher les bras, même si on a tout arrêté. Et dans tous les cas, se dire qu'il y a toujours pire, même si on pense être au plus bas, on finit par se relever, même si on n'y croit pas. C'est très philosophique et en plus ça rime.
Bah, franchement, bravo. Moi, je voulais juste te dire, avant de terminer l'interview, un grand merci parce que franchement, chapeau. Enfin, tu m'as bluffé de A à Z. Je pense que je suis pas la seule. Mais, tu vois, t'avoir en face de moi aujourd'hui à ça allez, on reste vaste, mais ça va faire 1 an là et du coup, que tu as eu ta deuxième greffe cardiaque et je me dis, waouh, quel chemin parcouru, tu vois, en seulement 1 an, mais quand même et du coup, bah, moi, je te souhaite le meilleur pour la suite et je suis sûre qu'avec, ton moral et ton esprit, combatif, tu vas pouvoir faire, plein de trucs trop chouettes. Merci à toi, Léa De rien. et merci beaucoup aussi à ta maman. Oui, merci beaucoup les filles d'être venues jusque chez nous. Léa, un immense merci pour ton témoignage bouleversant et surtout pour la confiance que tu nous as accordée. Revenir avec autant de lucidité, de sensibilité et de sincérité sur cette année hors du commun, tout juste 1 an après ta seconde greffe cardiaque, c'est une preuve de courage incroyable. Merci aussi à ta maman d'avoir été présente avec nous, d'avoir partagé votre vécu avec autant de transparence et de bienveillance. On vous souhaite à toutes les deux le meilleur pour la suite, de la sérénité, de la force et surtout la santé, ainsi que de beaux projets à venir. Merci encore, Léa et Christine, d'avoir fait battre nos cœurs un peu plus fort aujourd'hui.